Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale, le nouveau monde du travail que vous propose ServiceNow avec Les Échos, Le Parisien, événement. Qu'est-ce que ça bouge, qu'est-ce que ça va vite en ce moment dans la vie de bureau, hein. Quelle accélération phénoménale des changements de pratiques depuis la pandémie. Et pour les entreprises, bien sûr, le grand défi reste de trouver le bon mix entre présentiel et distanciel, bien sûr, et de mettre en place les nouveaux process managériaux adaptés à cette nouvelle forme de travail. Alors, sans oublier une chose, l'humain, bien sûr, le collaborateur, au cœur de cette nouvelle façon de travailler ensemble. Et incontestablement, on va vous l'expliquer, le digital, et vous le savez probablement, sera le maillon essentiel pour lui apporter autonomie, bien-être, reconnaissance aussi. Et tout ça, ça va rejaillir sur la productivité de l'entreprise et donc la satisfaction du client. Alors comment faire ? C'est ce qu'on va vous expliquer durant 1h30 avec ceux et celles que je vais vous présenter au fur et à mesure. Une émission qui va nous passionner, vous passionner, ça nous concerne, ça vous concerne directement évidemment dans les entreprises. Auparavant, pour planter le décor, j'accueille Mathieu Éloi. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu Éloi, Managing Director chez Indeed France. C'est le premier moteur de recherche d'emploi au monde. Plus de 250 millions de personnes effectuent une recherche d'emploi, publient leur CV, recherchent une entreprise via Indeed chaque mois. Indeed qui est disponible dans une soixantaine de pays, presque 30 langues, comme ça. Voilà, je ne me demande pas quelle langue vous parlez. Je le disais, c'est vraiment une accélération phénoménale qu'on est en train de vivre. Oui, c'est une accélération phénoménale et en réalité, ce qui la sous-tend, c'est une expérience collective. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, y compris vous, y compris moi, on s'est retrouvé dans cette situation à devoir l'affronter, changer nos manières de faire. Et en fait, de très nombreuses choses qui paraissaient impossibles jusqu'à présent paraissent soudain possibles. Donc, des gens de tout type de job se sont retrouvés chez eux. Dans un premier temps, leur manager disait « mais enfin, c'est pas possible, etc. » Ils ont bien dû se rendre à l'évidence et ils ont bien dû trouver des manières de le faire. Et donc chacun a dû se réinventer ses pratiques, et tout ce qui était impossible est devenu possible. On a connu de nombreuses choses comme ça dans le passé, et c'est toujours des moments où l'innovation, le changement peut se développer. Et nous pousse. Et nous pousse. Et donc, le titre de l'émission, c'est le nouveau monde du travail. Le nouveau monde du travail. Alors, je ne sais pas si la notion de nouveau monde, tout ça, ça plaît à tout le monde. J'avoue que je ne pense pas qu'on soit dans un nouveau monde. Parce que vous êtes toujours vous-même, je suis toujours moi-même. Le décor qui est ici existait déjà avant, il existe maintenant. Donc, c'est le même monde. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une nouvelle donne, parce qu'en fait, chacun d'entre nous a changé et s'est adapté, et l'humanité est extrêmement adaptable. C'est d'ailleurs une de ses grandes qualités. Et donc, c'est à cette nouvelle donne qu'on est confronté. Et donc, la question qui est renvoyée à tous les dirigeants de ce monde, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on reprend comme avant, comme on savait faire ? Ou est-ce qu'on décide de s'adapter ? Et il y a plein de choses sur lesquelles ça va se déployer. On a un carrefour, là, clairement, ou pas, Mathieu ? On est clairement un carrefour, oui. Et le carrefour, c'est le carrefour de la décision de chacun, de qu'est-ce qu'on en fait. Il y a une tentation, quand même, chez certains, de revenir alors en arrière ou avant, je ne sais pas quel est le bon terme exactement. Oui, il y a clairement une tentation, et c'est vrai que la France, particulièrement, est tentée, je le note, de revenir en arrière. Donc, par exemple, Indeed, vous le disiez, il y a 250 millions de personnes qui regardent, qui utilisent Indeed dans le monde. Il y en a 7 millions en France, donc on voit très bien dans les statistiques quelque chose de très révélateur de ce qui se passe dans la société française. Et sur un sujet qui s'est imposé à nous, qui est le télétravail, par exemple, on voit qu'en France, il n'y a que 5,8% des annonces publiées qui proposent le télétravail. Donc, la question, c'est à ce moment où chacun s'est rendu compte que c'était possible, qu'on pouvait le faire, et probablement aussi que c'était souhaitable, en tout cas une certaine dose, 5,8%, moi, ça ne me paraît pas beaucoup. Ça veut dire quoi ? Vous êtes en train de dire que la France est un pays conservateur, là aussi, sur ce domaine, là aussi ? Sur ce domaine, force est de constater que par rapport à d'autres pays, on est un peu en retard. Et donc, si on le considère comme une opportunité, en tout cas, on pourrait dire que l'Allemagne, par exemple, a 9% de ses annonces qui proposent le télétravail, l'Italie 12%, l'Angleterre plus de 20%. Donc c'est une énorme différence. Donc à l'heure où on peut se doter de nouvelles manières de faire, force est de constater qu'on ne le fait pas forcément.
C'est quoi les pays qui ont les best practices puis après, on reviendra justement sur les défis pour nos entreprises à nous en France. Puisque je le disais, vous êtes présent dans 60 pays, Indeed. C'est toujours le monde anglo-saxon qui donne le là sur ce sujet-là. Et donc, aujourd'hui, le monde anglo-saxon est en train d'inventer et de proposer des nouvelles manières de faire. Indeed est un peu un pied là-dedans. Indeed est une entreprise américano-japonaise, mais qui est dirigée depuis le Texas à Austin. Les 10 000 personnes du groupe Indeed sont parties en télétravail au mois de mars 2020 et ils sont toujours. Ils sont toujours. Et presque donc aujourd'hui, on est en après. train d'inventer un nouveau modèle hybride avec plein de choses qui l'accompagnent. Des jours de vacances en plus, des incentives pour aider les gens à financer leur matériel pour travailler à la maison. Donc beaucoup d'accompagnement, mais surtout l'envie de réinventer le monde, enfin j'allais dire le monde d'après, mais non justement pas. Non, justement. La nouvelle donne, de répondre à cette nouvelle donne avec la possibilité d'un monde non pas en télétravail ou non pas tout au bureau, mais un monde hybride. Hybride, tout simplement. C'est quoi les défis à relever en matière d'attractivité, en matière de recrutement? Puisque je disais, Mathieu Éloi, vous êtes à la tête de la filière France de Indeed, qui est le premier moteur de recherche mondial en termes d'emploi. Alors, il y en a de très nombreux, mais ce qui est sûr, c'est que les entreprises qui veulent attirer des talents doivent et peuvent s'adapter à cette nouvelle donne. Une fois de plus, les outils existent. On l'a bien vu, on a vu fleurir de très nombreuses choses. ServiceNow, aujourd'hui, qui organise cette conférence, c'est un exemple, qui facilite très grandement le travail dans les entreprises. Mais il y en a de très nombreux outils. Donc la question, en fait, c'est pas la question des outils, c'est la question des décisions des managers et des décisions des dirigeants. C'est celle-là la question. Et du déploiement de ces outils, bien exactement. sûr. Et donc, en domaine d'attractivité de recrutement, il y a deux parties. Il y a la partie, évidemment, attractivité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on montre de ça? Qu'est-ce qu'on montre aux candidats de la façon dont on réinterprète cette nouvelle donne pour l'entreprise? Et puis après, il y a aussi quels outils on utilise pour le recrutement. La plupart des entreprises ont fait du recrutement à distance pendant toute cette période, puisque évidemment, on ne pouvait plus se rencontrer. Là aussi, la tentation de revenir en arrière existe. Or, il existe de nombreux outils pour faire du recrutement à distance de manière très efficace. Donc, par exemple, nous, Indeed a proposé une nouvelle plateforme qui s'appelle le Hub Recrutement, qui permet de remplacer un bouton candidater par un bouton rencontrer un recruteur. Il faut bien dire que l'équation du recrutement, aujourd'hui, pas seulement à cause de ce qui vient de passer, mais arrive à une sorte de paradoxe, qui est que les candidats envoient des candidatures en très grand nombre et ne reçoivent pas de réponse dans plus de 90% des cas. Et en face, les recruteurs sont sous des flopées de candidatures et passent 80% de leur temps à traiter ces candidatures au lieu de rencontrer des candidats. Donc cette nouvelle plateforme, elle permet à distance, favoriser la rencontre, c'est-à-dire au lieu d'envoyer une candidature et de rentrer dans le processus qu'on vient de décrire et qui ne fonctionne pas, on va pouvoir rencontrer directement un candidat et laisser la place à la rencontre. Donc je trouve que c'est symbolique de ces nouvelles manières de faire et nouvelles propositions qui viennent de cette nouvelle donne et dont les entreprises peuvent s'emparer. Sans oublier l'humain, voilà. Et ça sera au cœur justement de cette conférence autour du nouveau monde du travail. Vous l'avez dit vous-même, une flopée de CV d'un côté, une flopée de non-réponses de l'autre, et finalement, à un moment, il y a un homme et une femme, enfin peu importe, qui se rencontrent et justement, voilà, qui arrivent à matcher ou pas, j'en sais rien, sur une question de recrutement. Il a matché, c'est notre travail de faire en sorte que le matching soit le plus efficace possible, et c'est là-dessus que les 5000 ingénieurs d'Indeed travaillent tous les jours. Ne plus tout miser sur le CV, ça c'est important aussi. Mais exactement, ne plus tout miser sur le CV, parce que souvent, le CV ne montre pas les qualités, il montre ce que vous savez faire, etc. Mais par exemple... Ne montre pas l'homme. Exactement. Voilà. Donc l'ensemble des recruteurs cherchent en fait tous les mêmes profils, c'est-à-dire des gens qui soient flexibles, qui soient autonomes, et un tas d'autres choses, mais en particulier ça. Donc dans un CV, vous ne lirez jamais ça. Or, le principal critère de sélection aujourd'hui, c'est les CV. Et donc ça conduit
les recruteurs, finalement, à avoir des biais de sélection qui sont importants. Et à écarter des gens. Exactement. Tout simplement. La France vient d'être classée le pire pays pour l'emploi de ses seniors et de ses jeunes par l'OCDE la semaine dernière. Bien sûr, vous avez raison. Et donc, il est probablement temps de repenser les manières de faire et les pratiques et d'utiliser les outils, pas seulement le nôtre, plein d'autres outils qui existent, mais pour repenser ça. Donc tout ça, cette plateforme, elle rend tout ça possible, bien sûr. Dans le monde hybride, on va beaucoup parler d'hybride, qui a l'air de s'installer, clairement, puisqu'en effet, on ne va pas revenir sur du tout physique, et puis évidemment, le tout virtuel n'est pas forcément toujours envisageable. Comment on gère les réunions de l'une, de l'autre? Comment les entreprises se dotent de ces outils? Mathieu Eloi, Indeed. C'est sûr que c'est le pire cauchemar, parce que surtout dans des situations où, par exemple, quand tout le monde est en Zoom ou tout le monde dans une salle, c'est très simple, mais quand on a moitié-moitié, c'est difficile de gérer des individualités. Et donc, ça suppose de travailler ce sujet, de réinventer des pratiques. On a fait récemment une étude qui montrait que plus de 62% des managers ne voulaient plus manager. Pour, à mon avis, une raison simple, c'est qu'ils sont fatigués de le faire avec les recettes habituelles dans cette nouvelle donne qu'on connaît, dans ce monde hybride. Parce que c'est beaucoup plus difficile. Les règles ne sont pas les mêmes. Exactement, les règles ne sont pas les mêmes, mais comme les recettes sont un peu les mêmes, parce que c'est quand même assez difficile de se revisiter complètement, on est à un moment où la possibilité est offerte de revisiter ces pratiques et de repenser les manières de faire. Là aussi, le monde anglo-saxon donne un peu le là, mais je pense que les entreprises françaises sont en train de prendre conscience de ça et de travailler sur ce sujet qui, à mon avis, est extrêmement important pour le futur du monde du travail. Et quand on parle de remettre l'humain quelque part, et ne pas oublier l'humain, il y a le collaborateur, bien sûr, mais vous avez raison de le rappeler, il y a aussi le manager. Il y a un nouveau rôle qui est en train de s'écrire pour le manager. C'est ce qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure avec nos invités. Exactement. Il y a ce nouveau rôle, il y a cette nouvelle possibilité pour un monde du travail plus inclusif. Donc on parlait des seniors, on parlait des jeunes, mais également tous les gens qui sont éloignés de l'emploi pour une raison ou pour une autre. Donc là aussi, la possibilité est offerte de réinventer des pratiques à ce sujet. Moi, j'étais hier au sommet de l'inclusion au ministère des Finances. Bien sûr. On a beaucoup parlé de ça et beaucoup de gens sont venus en parler et tous ces gens ont signé un pacte, dont moi. Et donc, l'invitation qui nous est faite, c'est de se lancer dans cette démarche pour un monde du travail qui soit plus inclusif et plus divers. Un monde du travail plus inclusif, plus divers, avec cette préoccupation du manager quand même, parfois angoissé. Il a son collaborateur qui se trouve à quelques kilomètres, quelques dizaines, centaines de kilomètres, voire. Est-ce qu'il est en train de bosser, ce collaborateur, justement? Qu'est-ce qu'on dit à ces managers pour qu'ils lâchent prise un petit peu, qu'ils fassent confiance, clairement? Vous avez raison, vous touchez un bon point parce que l'expérience collective dont je parlais au début, elle a révélé une chose, c'est qu'au centre de la relation entre les managers et les collaborateurs, il y a le sujet de la confiance. Donc pendant longtemps, le règne de l'open space, c'était le règne de avoir sous l'œil et être capable de dire toi oui, toi non, on fait ci, on fait ça, etc. Des managers qui sont éloignés de leurs équipes physiquement, c'est des managers qui doivent faire confiance et donc qui doivent ce serait exagéré de dire retisser ce nouveau lien parce que des tas de managers font évidemment confiance à leurs collaborateurs. Mais en tout cas, ça remet la confiance au cœur du sujet et aussi ça permet à de très nombreux managers de se rendre compte que c'est le cas, on peut faire confiance aux collaborateurs et l'expérience nous a montré que quand on laisse les gens en télétravail, en fait, le monde a continué à tourner et franchement, plutôt bien vu la complexité du sujet. Exemple, on prend juste un exemple que vous connaissez bien. Indeed, vous nous disiez, on est à l'extérieur des bureaux maintenant depuis mars 2020. Exactement. Rappelez-moi le nombre de contrats que vous avez signés entre 20 et 21, ça a fait fois quoi? Alors, on a publié des chiffres récemment. Alors, c'est les chiffres du groupe Recruit. Je ne vous donnerai pas les chiffres d'Indeed en tant que tel, mais en tout cas, la partie HR Tech qui concerne Indeed plus Glassdoor a montré des résultats qui doublaient de taille cette année. Doublé de taille, voilà. Donc, Indeed est une entreprise qui a doublé de taille malgré le sujet du télétravail. Et nous ne sommes plus dans le monde, tout le temps, tout le monde au bureau. C'est fini, ça.
Exactement. C'est fini. Et c'est fini pour certaines entreprises, ça continue. Mais en tout cas, ce monde hybride, c'est important. En tout cas pour les bureaux. Là, on reparlera tout à l'heure de l'industrie, notamment. On sera avec le DRH d'Eramet. Et évidemment, il y a des choses qu'on va continuer de faire avant comme après. Évidemment, on ne peut pas tous se déporter à une centaine de kilomètres. Les managers sont fatigués, ne veulent plus manager. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, clairement. Qu'est-ce qu'on dit aux managers là et puis après, on va enchaîner donc, avec nos invités que je vais vous présenter au fur et à mesure. D'abord, on travaille avec eux pour les former. Il y a de très grands efforts à faire là-dessus pour les former, pour les aider à mieux comprendre le monde hybride, mieux les aider aussi à comprendre le monde plus diversifié auquel on est confronté. J'ai remarqué récemment dans une étude qu'on a publiée avec la station F que dans, par exemple, les startups, il y avait une grande quantité d'hommes qui travaillaient. Il y a plus de 75% des managers sont des hommes. Et donc, ça pose des questions, effectivement, pour ce monde diversifié. Et chez nous, Indeed, on veut aussi travailler sur ce sujet-là. Donc, on vient de signer un partenariat avec le groupe SOS. Et pour répondre à votre question, le sens de ce partenariat, c'est d'aider les entreprises et leurs managers à travailler sur ce sujet de comment on recrute et on gère des talents de manière plus diversifiée, de plus diverse, pour être un reflet de la société. Ce qui, dans le monde hybride, c'est aussi un aspect qui sera extrêmement important. Bon, c'est bien tout ce qu'on va vivre, tout ce qu'on va découvrir dans les prochains mois, justement. Faut pas l'appréhender ? Non, il ne faut pas l'appréhender, il faut l'accueillir. C'est des bonnes nouvelles pour le monde et ce sera un moment passionnant. Bon, moment passionnant, nous dit Mathieu Eloi, Managing Director de Indeed France. Merci d'être venu introduire cette émission spéciale, le nouveau monde du travail que vous propose ServiceNow, ici depuis le studio des Échos, le Parisien événement. On va continuer dans un instant et je vais vous présenter ceux et celles qui vont nous rejoindre ici dans ce studio. Alors après la crise, comment attirer, comment retenir les talents ? Est-ce que les entreprises ont revu leur politique d'accueil des collaborateurs ? Pour mieux les fidéliser, on va beaucoup parler de l'humain, on va beaucoup parler des collaborateurs, mettre l'employé au centre de leurs préoccupations, mettre un petit peu d'empathie quelque part au centre de la relation. Et de quels outils, justement, disposera-t-on dans les entreprises ? De quels outils disposera le manager, justement ? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Vous restez avec nous. Le nouveau monde du travail avec ServiceNow reprend. Voilà, mettre l'employé au centre des préoccupations, mettre de l'empathie quelque part au cœur de la relation. On en parlait il y a quelques instants avec Mathieu Eloi, le patron de Indeed en France, avec quels outils désormais pour le manager, le workflow au service de l'humain. Premier rendez-vous donc de cette émission spéciale, le nouveau monde du travail avec ServiceNow, avec les Échos, le Parisien événement. J'accueille Véronique Ricoben-Mira. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice avant-vente France de ServiceNow. On en parlait tout de suite avec Mathieu Eloi. ServiceNow qui propose des solutions de workflows digitaux aux organisations du monde entier. On est avec Benoît Serre. Bonjour. Bonjour. Benoît Serre, vice-président de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH. Vous êtes vous-même le DRH de L'Oréal en France. Et puis Ludovic Donati. Bonjour. Ludovic Donati qui est le CDO de Eramet, grand groupe industriel et minier. Vous revenez d'où ? Du Gabon, c'est ça ? Oui, du Gabon. Il y a quelques instants. Voilà, très bien. Véronique, juste qu'on comprenne bien ce dont on va parler. Oui. Le workflow, c'est une vieille expression qui date de un siècle, 1921, c'est sa première apparition. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dedans ? Comment vous définissez ce terme ? On peut le définir simplement comme un ensemble de processus et d'actions qui sont interdépendants et qui permettent d'obtenir un résultat. Si on veut le résumer en un mot, ce serait interaction, action et interdépendance. Bon, voilà, on a parfaitement compris. Quel est le défi pour les entreprises face aux nouvelles attentes des collaborateurs, des potentiels recrues dans ce nouveau monde du travail, et puis accessoirement des managers ? On va aussi beaucoup parler des managers aussi. Les attentes, c'est justement de pouvoir répondre à ce monde hybride, cette nouvelle façon que l'on a de vivre. C'est pas que de travailler, c'est de vivre. Moi, je peux parler de mon expérience, c'est que j'ai rejoint ServiceNow il y a 2 mois, et moi, je vis à 3 heures de TGV de Paris. Où ça ?
à côté de Salon de Provence. Ah oui, d'accord. Oui. Et en fait, l'objectif, c'est que ma vie ne doit pas empêcher mes collaborateurs de pouvoir travailler avec moi. Et moi, je dois pouvoir travailler de là où je veux. Je suis dans le train, je travaille. Je suis dans un espace voyageur, je peux pouvoir leur répondre. Et donc, l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir fournir des outils qui permettent de pouvoir vivre dans notre quotidien, dans notre nouveau quotidien. L'expérience collaborateur, est-ce qu'on peut dire qu'elle est devenue véritablement clé, essentielle ? Elle est clé. On attend tous de pouvoir travailler en fonction de la façon dont on vit. Dans notre vie au quotidien, on a des smartphones, on fait tout rapidement. Donc on demande à pouvoir travailler de la même façon. Chose, exactement. Et avec les outils qui existent, comme Teams par exemple, qui nous permet de faire de la collaboration avec nos collaborateurs, dans notre vie, on a d'autres outils et on veut vraiment faire la même chose. Des outils intuitifs, des outils simples. Voilà. C'est vraiment, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, c'est la simplification. Ouais. Le fait d'avoir l'information que l'on recherche facilement, ne pas perdre du temps à chercher, à savoir qu'est-ce que je dois utiliser. C'est vraiment très très important. Vous le disiez tout à l'heure, c'est remettre l'employé au cœur de nos préoccupations. Et la première des choses en tant que manager, c'est de montrer l'exemple. Moi, je montre l'exemple à mes collaborateurs. Oui, je peux travailler de là où je veux, donc ils peuvent le faire. Déjà, ça les légitimise dans leur choix. Parce que je ne les oblige pas, moi, à venir au bureau. Ils font en fonction de leurs besoins. Moi, j'ai des collaborateurs qui ont besoin de venir. Ils viennent. D'autres qui ne peuvent pas. Et il y a des personnes qui vont venir le matin, qui préfèrent être à la maison l'après-midi parce que les enfants sont là. Et je leur montre aussi que ça ne me dérange pas de voir un enfant à 16h qui vient et qui fait un petit coucou à son papa ou à sa maman. Je trouve ça génial. Ouais, la vie. C'est la vie. C'est la vie. L'humain, bien sûr. Et c'est là que les plateformes digitales, elles peuvent justement venir au service de l'humain, l'homme, la femme. Complètement. Moi, je peux encore pour donner mon exemple. Donc, je suis arrivée il y a 2 mois et j'ai un plan d'onboarding, comme on appelle. Et c'est vraiment très bien parce que je n'ai pas à réfléchir à ce que je dois faire. Ouais. Donc, c'est séquencé sur les différents jours, les différentes semaines. Ce qui fait que moi, j'ai vraiment du temps pour mes collaborateurs, pour rencontrer des clients. Et je pense que c'est vraiment plus intéressant d'avoir cette relation humaine que de perdre du temps dans des tâches administratives, chercher qu'est-ce que je dois suivre comme formation, où est comment je peux commander cette machine. Non, tout a été fait avant mon arrivée. Et maintenant, les échanges que j'ai avec mon manager, c'est beaucoup plus sur la stratégie et sur l'humain. Et c'est ça le plus important. Bien sûr. Donc, on a vu donc simplifier l'accès des salariés aux services dont ils ont besoin, améliorer l'accueil des salariés, faciliter la vie de l'ensemble des acteurs d'une société. Oui, collaborateurs, managers aussi, RH, enfin tout ça, les facilities aussi. Complètement. Maintenant, je vais passer du temps avec les services RH pour parler de l'humain. On ne va pas perdre de temps sur des tâches administratives. Tout le plan d'onboarding est fait. J'ai des personnes qui arrivent actuellement dans la société. Donc, on me dit simplement de faire ceci, de faire cela à des rythmes réguliers. Et je vais pouvoir parler avec les services RH sur l'humain. Se concentrer sur l'essentiel. Exactement. C'est ce que nous disait quelque part tout à l'heure Mathieu Éloi de Indeed. Il disait avant, il y avait une tonne de CV qui arrivaient. Bon, le DRH, en tout cas les services RH, passaient leur temps à éplucher tout ça, et finalement au détriment du reste. Et puis en face, le collaborateur, il recevait très très peu de réponses quelque part aussi. Donc finalement, on va optimiser et finalement remettre l'essentiel au cœur du process. Moi, je dirais redonner du sens. Oui. Redonner du sens à notre mission. Et à notre mission en tant que manager, en tant que collaborateur, en tant que différents services. Et je pense que c'est vraiment c'est la beauté, on va dire, du monde que l'on vit actuellement. C'est redonner du sens. Redonner du sens, la beauté. En tout cas, si j'assume bien, on est noyé par l'info. Et tout ça va nous permettre de travailler efficacement. ServiceNow, tout à l'heure, vous nous direz quelle plateforme vous avez mis en place, quels outils justement pour connecter les différents services, accompagner justement cette transition durant le Covid, garder le lien, etc. Ça passe par la satisfaction des employés, puis on le verra aussi, ça rejaillira nécessairement sur la satisfaction du client. Voilà, on ne va pas griller les étapes, parce qu'on est là encore pendant 1 heure, on a plein de choses encore à se dire. Benoît Serre, donc, restez avec nous, Véronique, c'est pas fini. De quoi parle-t-on ? Parce que là, j'ai entendu tout à l'heure Véronique, j'ai entendu tout à l'heure Mathieu Éloi, de dire, l'hybride. C'est fini, on ne parle plus du tout de télétravail. Maintenant, l'hybride, ça rentre dans la réalité, dans nos vies. Alors, ça rentre dans la réalité et dans la vie d'une partie des salariés. Il ne faut pas perdre de vue que vous avez à peu près aujourd'hui entre 60 et 70% des salariés français
qui ont un métier qui, à date, ne leur permet pas d'accéder au télétravail. Donc je suis toujours un peu dubitatif quand ça concerne qu'une partie des Français. Et notamment dans l'industrie, on le verra tout à l'heure avec Ludovic de chez Voilà, même où je suis aujourd'hui, chez L'Oréal, vous avez que 50% des gens qui ont accès au télétravail. Le métier, ils n'ont pas accès. C'est des usines, c'est des centrales de distribution. Enfin bon. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut. Alors en revanche, ce qui est vrai, c'est que pour les métiers accessibles au télétravail, d'une certaine manière, j'en parlais l'autre jour avec des confrères et des consoeurs, le télétravail, c'est un sujet qui est derrière nous. Le sujet qui est là maintenant, c'est l'hybride. L'hybride, c'est la norme pour une partie des salariés. Donc ça nous pose plusieurs défis. Le premier, c'est que, effectivement, ça vient se surajouter au phénomène de transformation de la relation entre l'entreprise et le salarié, d'une part. Et d'autre part, ça signifie aussi que nous devons, nous, RH, veiller à ne pas oublier quand même qu'une large partie de nos collaborateurs n'ont pas accès au télétravail. Et donc, il ne faudrait pas que demain... on a beaucoup parlé à un moment d'une résurgence d'une nouvelle génération de col bleu, col blanc, entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. D'ailleurs, à titre personnel, j'ai toujours été surpris par les débats sur l'indemnisation du télétravail. Moi, je pense qu'il faut plutôt indemniser ceux qui ne télétravaillent pas, parce que ceux qui sont en télétravail, ils ont quand même un avantage, notamment dans les zones urbaines. Donc cette hybridation du travail, d'une certaine manière, elle vient compléter l'hybridation du monde que nous connaissons depuis une vingtaine d'années. On a des intermédiaires, un certain nombre d'actions commerciales, on a des intermédiaires, quelquefois d'ailleurs les partenaires sociaux eux-mêmes. Autrement dit, tout est passé en hybride. Et l'autre point que vous évoquiez qui est très juste, c'est que aujourd'hui, dans votre vie de tous les jours, comme individu ou comme citoyen, vous êtes en hybride et vous avez des systèmes qui sont d'une simplicité incroyable. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est assez simple de prendre son smartphone, de chercher ceci, cela, puis en plus le smartphone vous pousse ce qui vous intéresse. Donc c'est quoi alors on peut philosopher longtemps sur cette tendance-là, mais en attendant c'est une donnée. Et assez souvent, dans les grandes comme dans les petites entreprises, quand les salariés arrivent dans leur entreprise, ils ont le sentiment qu'ils sont sur un système d'information d'une lourdeur phénoménale, où ils doivent saisir leur mot de passe 12 fois pour réussir à se connecter, qu'un coup ça marche, un coup ça marche pas, autrement dit de reculer. Et ça va être difficile sur un plan technologique, parce qu'évidemment, c'est plus compliqué de transformer le système d'information d'une entreprise, quelle que soit sa taille, que de télécharger une appli sur un smartphone. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la seconde chose, c'est que on vit, encore une fois, on peut le déplorer, mais c'est comme ça, on vit dans un monde qui vous pousse ce que vous avez envie de voir, qui vous individualise en réalité. Et c'est très bien fait. Le data-driven, pour ça, il est bien fait. Or, l'entreprise, ce n'est pas qu'une somme d'individus. C'est faire travailler des gens ensemble. C'est une relation collective qui peut être individuelle, mais qui est collective. Et donc, cette espèce de fracture qu'il y a entre la manière dont on me traite à titre individuel dans ma vie et la manière dont on me traite à titre collectif dans mon entreprise, c'est ça qui rend les choses difficiles sur l'hybride. Dès lors, quel rituel mettre en place, quelque part, d'un point de vue général, ou parler de ce qui vous concerne, oui. L'Oréal, qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous avez raison, c'est-à-dire que dès lors que le télétravail est un sujet qui est entre guillemets derrière nous, d'ailleurs vous savez, on avait fait une enquête, la NDRH cette fois-ci avec le BCG l'année dernière, qui montrait que le développement du télétravail ne viendrait pas du nombre de jours, mais du nombre de métiers accessibles. Donc l'extension viendra probablement de là. Une fois que vous avez installé l'hybride, il faut l'organiser. Parce que la relation employeur-employé, la relation entre les salariés eux-mêmes s'organise. Par exemple, nous, le choix qu'on a fait, c'est de mettre un certain nombre de rituels, alors qu'ils ne sont pas extrêmement contraignants. Mais par exemple, les entretiens annuels, on les appelle comme vous voulez, ils se font forcément en présentiel. Ah oui. Ils ne se font pas à distance. D'accord. Ou alors, les réunions de comité de direction d'un service, c'est idéalement en présentiel. Ouais. Ou bien, lorsque quelqu'un est contributeur d'un meeting, il doit être présent. Voilà. C'est pas tellement parce qu'on veut bloquer ceci ou cela, c'est parce qu'on a la conviction, ça c'est des cultures d'entreprise, c'est pour ça que c'est difficile de fixer une règle commune à tous, parce que chaque entreprise a un peu sa vie en faisant de son activité, son histoire. Tout à l'heure, on aura l'exemple de Mano Mano ou Blablacar, voilà, des entreprises plus jeunes que L'Oréal, par exemple. C'est pas un problème de jeunesse, c'est un problème de type d'activité. Oui, oui, mais je sais aussi. Et de culture profonde. Nous, on a quand même la conviction que dans une réunion, quand les gens sont ensemble, il se passe autre chose que quand ils sont à distance. Alors c'est vrai que la réunion à distance, elle a des vertus, on l'a vu pendant la crise, où d'un coup des gens qui parlaient peu quand ils étaient en réunion présentielle se libéraient parce qu'ils étaient à distance. Le défaut, c'est que ce qu'on appelle en bon français le body language ne se voit pas ou moins. Donc c'est vrai que ça change la règle. Je pense qu'il ne faut pas être... Moi, je me méfie toujours des injonctions.
C'est-à-dire par moments, on avait le sentiment, à écouter ici ou là, que le télétravail, c'est une injonction, quoi. Ceux qui ne le faisaient pas étaient des ringards. C'est totalement faux. Vous avez des gens qui sont à l'aise, des gens qui ne sont pas à l'aise. Mais je pense que c'est important de maintenir l'hybride, comme son nom l'indique, c'est-à-dire un juste équilibre entre la présence et la distance. Oui, alors Benoît Serre, vous le dites très bien, il n'y a pas d'injonction. Il faut voir aussi jusqu'où va le coercitif ou l'incitatif. Mais comment est-ce qu'on met ça en place? Quelle méthode? C'est compliqué. Quand vous dites, par exemple, voilà, nous, on décide que, par exemple, les entretiens d'évaluation, ils seront en physique, que les réunions importantes, il faudra que l'homme ou la femme soit là. Quelque part, à un moment, vous avez réfléchi quand même sur... On n'a pas réfléchi tout seul. On a associé les collaborateurs, on a regardé avec les différentes équipes, en disant, voilà, dans cette organisation d'hybride, qu'est-ce qui vous paraît devoir se passer sur place? Qu'est-ce qui vous paraît devoir se passer à distance? Et c'est collectivement qu'ils ont identifié des règles. Et d'ailleurs, quand on les a présentées, il n'y a pas eu de remous. Parce que ça paraît d'une forme d'évidence. Vous savez, on parle beaucoup de data-driven, moi je préfère le human-driven quand même. Et que je suis quand même... Alors ça peut arriver, mais fondamentalement, l'idée de faire un entretien annuel entre un manager et son collaborateur à distance, peut-être que la première année ça passera parce qu'ils se connaissent, parce qu'on parle de quoi aujourd'hui? On parle de salariés qui passent en hybride, mais qui sont dans l'entreprise. Donc ils ont leur réseau, ils ont leurs copains, ils ont leur histoire, etc. J'ai dit beaucoup à mes confrères, on est en train de manger notre pain blanc sur l'histoire de l'hybride. Parce que demain, on va appliquer l'hybride à des gens qui ne connaissent pas l'entreprise. Donc l'enjeu de créer un lien avec l'entreprise sera encore plus difficile. Et on sait que depuis des années, on a un sujet d'engagement ou désengagement, de défiance ou de confiance. Et donc, il faut faire attention à ça. C'est pour ça que je pense que... Qu'est-ce qu'on va leur raconter justement à ces collaborateurs qui arrivent dans la boîte, qui ne connaissent pas la boîte? En fait, il faut leur faire vivre l'entreprise. Et l'entreprise, elle ne peut pas se vivre qu'à distance. D'ailleurs, j'ai noté que il y a beaucoup d'entreprises qui, au début de la pandémie, notamment aux États-Unis, avaient annoncé qu'on passait en tout télétravail. Elles sont vite repliées parce qu'elles se sont rendues compte que, tout d'un coup, ce qui fait aussi l'existence physique d'une entreprise se disperse un peu. Alors, j'ai vu qu'il y a certaines entreprises qui ont fait le choix du travail, mais c'est très lié à leur activité. Alors, pourquoi pas? Le principal, et vous le disiez, c'est faire que j'ai une expérience de travail, une expérience salariée, comme on dit, fluide, que je sois à distance ou que je sois physique. Parce que si demain, on avait une plus grande difficulté à travailler en physique qu'à distance, alors ce serait la mort des entreprises. Parce que moi, je ne crois pas qu'une entreprise... Vous savez, il y a 25 ans ou 30 ans, il y avait un chef d'entreprise qui avait annoncé qu'il rêvait d'entreprises sans usine. Moi, je voudrais qu'on évite de faire des entreprises sans gens. Voilà, donc le sujet, c'est faire rentrer les gens, créer un lien, et je pense que mettre en place des rituels, c'est une manière de dire l'entreprise. Autrement dit, le collectif physique de travail que vous constituez existe toujours. Ça ne veut pas dire que vous devez être là tous les jours. Mais... J'ouvre une parenthèse. Vous avez écouté, Véronique, vous avez écouté Benoît Serre à NDRH et L'Oréal, qui nous dit, voilà, quand il y a un collaborateur qui arrive dans une entreprise, appréhender l'entreprise, découvrir la vie de l'entreprise, quand on est en hybride, c'est plus compliqué. Vous, justement, votre propre expérience, vous nous disiez tout à l'heure, vous êtes arrivé il y a 2 mois chez ServiceNow. Comment ça s'est fait, justement? Quels conseils vous pourriez donner, eu égard à ce que vous avez rencontré et connu? C'était de très bons points. C'est qu'en fait, j'ai pu me concentrer sur la culture de l'entreprise et sur les relations humaines. Ouais. Parce que toute la partie administrative, les tâches répétitives qu'on doit faire quand on arrive ou commander son PC, faire ceci, faire cela, tout ça, ça a été fait de façon très fluide. Et en fait, j'ai pu me concentrer sur les relations humaines. Et j'ai décidé, oui, de faire les déplacements en fonction des personnes parce que je voulais les rencontrer. Le body language est très, très intéressant. C'est-à-dire que je propose, j'ai pu rencontrer mes collaborateurs et j'ai pu rencontrer aussi des personnes qui n'étaient pas dans mon équipe parce qu'on passait à la machine à café et avec nos masques et tout ça, ça nous permettait quand même de nous rencontrer. Vous aviez plus de temps parce que vous étiez dégagé de choses totalement inutiles. Exactement. Enfin, en tout cas, alors j'aurais dit oui, libéré de, voilà. de toutes ces tâches. Oui. Juste encore un mot, puis je voudrais absolument qu'on écoute un autre point de vue justement de l'industriel, Eramet, Benoît Serre. Il faut mettre des outils dans la boîte, justement, pour permettre tout ça, parce que ce n'est pas le tout de décider, de décréter ou d'inciter, mais à un moment, il faut se doter d'outils. Quand on fait des réunions, par exemple, il faut mettre des caméras partout, il faut fournir des tablettes aux uns, aux autres. Il faut effectivement donner aux gens les moyens de travailler dans un parcours fluide que j'évoquais tout à l'heure. Mais il ne faut pas oublier que vous avez des gens qui ne sont pas à l'aise avec ces outils. Ouais. On a raison de penser que tout le monde trouve ça formidable. Je vais vous dire, il y a 2 choses qui sont intéressantes. La première, les gens ne sont pas forcément à l'aise avec ces outils, même si après vous avez un enjeu de formation et de technologie. Il faut choisir des outils simples. Alors maintenant, les outils sont assez largement partagés. La deuxième chose, c'est que tout ça, ça a renforcé la nécessité d'écrire. Écrire quoi? Écrire. Le mail, les réunions à distance. Et vous avez des gens qui sont
mal à l'aise avec l'écriture, avec l'orthographe, avec la grammaire. J'ai regardé l'autre jour le rapport qui a été fait par Voltaire, l'Institut Voltaire, oui, qui sûr. forme les... C'est très intéressant. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui y recourent et qui reforment leurs collaborateurs entre l'orthographe et la grammaire. Non, parce qu'ils se font des fautes et parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ça. C'est-à-dire qu'on est en train de changer de manière de travailler et donc on doit adapter les compétences, pas que en digital, pas que de tout on parle, mais la manière dont on doit travailler. Je donnais cet exemple volontairement parce que souvent on l'oublie un tout petit peu. Et puis la deuxième chose sur les outils, effectivement, il faut équiper les locaux, et ça, vous avez des entreprises qui sont allées plus loin, qui ont transformé leurs locaux, parce que c'est vrai, il faut être logique. Quand vous avez 80% de vos salariés qui sont en télétravail au moins 2 jours par semaine, on va dire, ce qui est la moyenne qu'on constate partout, nécessairement, vos locaux changent de nature, parce qu'il faut qu'ils aient une raison de venir. S'ils font au bureau ce qu'ils peuvent faire chez eux, ils resteront chez eux. Donc il faut changer la nature des locaux. Ça passe par l'équipement technologique, ça passe aussi par une reconfiguration des bureaux pour en faire des lieux de collaboration et pas uniquement des lieux de production. Et puis, pour finir là-dessus, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue l'importance de la machine à café. Enfin, moi, ça fait quelques années que je bosse. Ça fait quelques années que je bosse maintenant et je peux vous dire que j'ai résolu plus de problèmes à la machine à café que dans la salle de réunion. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est aussi important. Et les locaux, ils doivent être un petit peu le reflet de cette hybridation. C'est des locaux hybrides où on peut à la fois collaborer, à la fois discuter. Et donc, c'est vrai que l'ère du bureau individuel semble un peu révolue, ce qui ne veut pas dire que l'ère de l'open space semble généralisée, parce qu'on en a vu les limites et les défauts. Donc, c'est une autre manière de faire. Alors, les évolutions technologiques. Ludovic Donati, CDO de Eramet, société minière qui est présente dans le monde entier. Vous êtes au Gabon, vous êtes en Norvège, vous êtes en Nouvelle-Calédonie, bien entendu. On l'a dit, on l'a vu, la crise, elle a mis l'accent sur l'organisation du travail, les espaces de travail, alors espace individuel ou open space, enfin à voir. Le télétravail a engagé une transformation digitale, alors à marche forcée, clairement, quand le monde entier se referme. Beaucoup d'entreprises ont déployé le télétravail sans y être préparées. Comment ça se met en place chez Eramet, qui est un groupe industriel? Voilà, l'aspect industriel. Qu'est-ce que vous nous dites? Sur l'aspect industriel, effectivement, c'est ce que vous disiez. Nous, on est 13 000 collaborateurs et 80% sont des non-cadres. Donc, ce sont des gens qui travaillent dans les mines et les usines. Donc, tout le monde ne peut pas passer au télétravail du jour au lendemain. Déjà, on a mis en place depuis un certain temps des infrastructures qui permettent de mieux communiquer, parce que c'était un besoin qu'on avait avant même la crise Covid, quand on a besoin de communiquer en Nouvelle-Calédonie, au Gabon. Parce qu'il faut voir que nous, faire du digital, c'est le faire au milieu de la forêt équatoriale ou sur une île au milieu du Pacifique, ou encore en Argentine, sur le haut plateau argentin, là où on va extraire du lithium. C'est pas toujours déplaisant non plus. Pardon, je referme la parenthèse. C'est pas toujours déplaisant, mais ça nécessite des infrastructures de communication qu'on a commencé à mettre en place, mais qui nécessitent des investissements qui, grâce à la crise Covid et finalement à l'hybridation du travail, a été renforcée. Mais ça veut dire aussi que chez nous, on a des métiers qui sont considérés comme anciens, comme topographe ou géologue ou métallurgiste. Et qu'est-ce que ça veut dire pour ces gens qui sont dans des usines ou sur des mines à ciel ouvert, cette hybridation du travail? Moi, je parlerais d'hybridation des compétences. Parce qu'aujourd'hui, un topologue, il devient aussi pilote de drone, parce que le drone est un outil digital qui lui permet de repenser son travail. Donc avec l'usage du drone, il couvre sa mine beaucoup plus rapidement, il gagne beaucoup plus de temps qu'auparavant, et il couvre 100 fois plus de surface qu'auparavant. Donc nous, ça nous permet de constituer nos jumeaux numériques des mines, mais ça repense fondamentalement le métier du topographe, qui non seulement devient pilote de drone, mais ensuite devient quelque part data scientist, puisqu'il va utiliser toutes ces données. Pareil pour les métallurgistes. On a des fours où on produit des alliages de nickel ou de manganèse. On est à 1500 degrés. Il faut imaginer de la lave en fusion dans des immeubles de 3 étages pour lesquels on récupère on fait des coulées, donc on récupère ces alliages. Finalement, pour conduire ces fours, donc on ne va pas être en télétravail, là c'est sûr. En revanche, arriver, et c'est ce que vous disiez, à capter toute cette donnée, mettre en place des algorithmes et donc avoir de l'information qui permettent de prendre les meilleures décisions et d'être en anticipation, voire en prédiction plutôt qu'en réaction, ça c'est quelque chose qui transforme leur travail, parce qu'ils ont beaucoup plus de temps à se focaliser sur le cœur de leur métier plutôt que courir après toutes les données. Et donc ça veut dire aussi qu'il faut former ces collaborateurs. Nous, on a commencé à former tous nos métallurgistes à la data, donc on en fait des data métallurgistes, et on le fait sur un certain nombre de métiers. Et ce que nous disait tout à l'heure très justement Véronique Ricoben-Mira, donc de ServiceNow,
remettre l'humain au cœur du dispositif. J'imagine que pour ce topographe, que ce métallurgiste, quelque part, ils se sont revalorisés quelque part. On lui confie de nouveaux outils, et il se concentre vraiment sur sa tâche, il se dit, mon boulot, il est beaucoup moins, alors pas dégradant, mais beaucoup moins astreignant qu'avant. Son boulot, il est revalorisé. En fait, dans le monde dans lequel on évolue, ce que je trouve formidable, c'est qu'on doit prendre la transformation digitale comme une transformation humaine qui utilise des leviers digitaux et pas comme une transformation qui est techno-push. Et donc, grâce aux outils dont on dispose, le design thinking et toutes les méthodes d'intelligence collective, l'UX design, on arrive aujourd'hui à fabriquer des solutions qui sont vraiment agréables à utiliser, intuitives et qui répondent aux besoins des collaborateurs. Donc c'est vrai que quelque part, on va aussi individualiser dans certains cas certaines solutions pour permettre aux collaborateurs d'être le plus efficace possible et de traiter la donnée. Mais on est, c'est ce qu'on disait juste avant, dans une complexité aussi qui est pas toujours facile à appréhender parce qu'on a des systèmes d'information existants avec des solutions qui ne sont pas toujours hyper intuitives. Et donc, il faut arriver à faire vivre les deux et à le faire évoluer. Et je pense que c'est le sens de la transformation digitale, c'est de permettre vraiment d'être focalisé sur l'humain et de leur fournir les outils qui leur permettront d'être plus efficaces dans leur travail. Oui, mais là, on revient toujours sur la méthode. Comment est-ce qu'on met ça en place? Quels écueils, surtout, à éviter? Quel conseil vous pourriez donner à tous ceux et celles qui nous regardent? Pour moi, le conseil principal, c'est d'éviter d'être techno-push et de dire, tiens, voilà un drone ou voilà, je ne sais pas, des capteurs connectés, fais-en ce que tu veux. Non. Nous, tel qu'on l'a fait, on a cherché à définir une vision qui réponde à la raison d'être et à la stratégie de l'entreprise pour ensuite voir comment le digital pouvait être un levier de performance. Nous, ce qu'on veut, par exemple, dans le monde, en fait, on est en train de passer du monde du pétrole au monde des métaux avec la transition énergétique. Donc, les besoins en métaux sont extrêmement importants. Bien sûr, dans les batteries notamment, voilà, bien sûr. Nous, on va se focaliser, se refocaliser sur le monde des batteries. Et donc, ce qu'on veut, c'est connecter la géologie à l'économie. C'est être capable d'assurer une continuité numérique sur toute la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir certifier que nos minerais qu'on extrait ont été faits avec les meilleurs standards français et européens en termes de RSE, d'environnement et de relations avec les communautés. Et là, on va utiliser le digital qui va permettre d'assurer cette continuité numérique sur toute la chaîne de valeur, de mettre en place des centres d'opération où on va avoir des géologues avec des gens du marketing qui vont être ensemble en train de travailler. Donc finalement, on hybride le travail, mais on va aussi permettre à des métiers qui avaient beaucoup de mal à communiquer, on va les rapprocher. Véronique Ricoben, Mira, ServiceNow, réaction à ce que disait tout de suite Ludovic, vous me demandiez la parole. Là. Ludovic et Benoît Serre également de l'ANR. Il ne faut vraiment pas perdre de vue que derrière toute technologie, il y a de l'humain. Ouais. Et justement, ces plateformes digitales, elles doivent apporter, donc aider effectivement les collaborateurs, mais surtout ne pas oublier tous les systèmes qui sont existants et qui vont aider justement ces collaborateurs. Et l'objectif, c'est justement de simplifier, de masquer toute cette complexité pour que justement le collaborateur il puisse apprendre à piloter un drone et passer du temps à digitaliser, à être data scientist. Pardon. Et sur une plateforme que vous avez développée chez ServiceNow, justement, vous parliez tout à l'heure du matériel. Avant même qu'on signe un contrat, on peut choisir son matériel, justement, pour retrouver quelque part l'environnement qu'on connaît dans notre vie de tous les jours, justement, l'ergonomie, des applications, etc. Dites-nous un peu ce que vous proposez. Donc, en fait, c'est le module d'onboarding pour les nouveaux arrivants. Donc, moi, c'est ce que j'ai vécu. C'était 3 semaines, même 1 mois avant mon arrivée. On m'a effectivement proposé de choisir le matériel que je souhaitais. Donc, j'ai pu choisir ce que j'avais envie de travailler, ce que j'avais envie d'utiliser. Mais il y avait aussi cette information sur la culture. C'est-à-dire, la majorité des personnes de mon équipe utilisaient ce type d'ordinateur. Mais donc j'ai choisi par rapport à ce que je souhaitais, mais j'ai trouvé ça bien parce qu'en fait, j'avais même sans être rentré, je commençais à comprendre un petit peu comment les équipes travaillaient. Donc, oui, vous me disiez. Je me faisais la réflexion que, vous savez, on a beaucoup dit que cette crise n'avait rien créé et tout accéléré, ce qui est assez vrai. Mais je me souviens, il y a 3 ans, certains de vos confrères ou de vos consoeurs m'interrogeaient en me demandant est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va remplacer les DRH? Je leur disais non, je ne crois pas. D'abord, ça ne m'arrange pas, personnellement. Mais indépendamment de ça, je crois que cette crise, elle a révélé quand même que quand les gens ne sont pas là, ça marche moins bien. C'est exactement ce que vous disiez. On a enfin compris que la transformation digitale, elle est juste là pour
améliorer les conditions de travail, améliorer la performance, améliorer l'efficacité, créer de la fluidité, créer de nouveaux métiers, mais elle n'est pas là pour remplacer. Elle est à l'appui, mais elle ne remplace pas. Pour enrichir et pas pour remplacer. Alors que, honnêtement, si vous vous souvenez, avant la crise, on avait l'impression que le digital allait remplacer tout le monde, les salariés, tout le monde. Je me souviens, ça fait un peu comme ça, il y a 10 ans ou 15 ans, sur la formation, on avait l'impression que la formation à distance allait remplacer tout le monde. Donc on avait fabriqué des magnifiques tuyaux avant de se rendre compte qu'on n'avait rien à mettre dedans. Et donc c'est un peu, donc ça c'est un point qui est vraiment important. Et en revanche, l'exemple que vous donnez, il est extrêmement juste. Ça permet, ce digital, de créer un lien avec un salarié qui est déjà embauché sur un plan juridique, mais qui n'est pas encore présent dans l'entreprise. C'est une sorte de pré-onboarding. On a ça s'appelle le FIT, c'est une appli chez L'Oréal qui s'appelle comme ça, qui existe depuis quelques années. Et je pense que ça, c'est un exemple très concret de l'avantage. C'est comme le fait de pouvoir être à distance parce qu'on a des contraintes personnelles pendant 3 jours, 4 jours que ce n'était pas prévu, etc. On ne se coupe pas de l'entreprise, on ne se coupe de rien, donc ça présente des avantages. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention à ne pas créer des entreprises ou un monde du travail totalement explosé. C'est vrai qu'en ce moment, on a une petite difficulté, c'est que pendant longtemps, vous savez, pendant la crise, on a dit que c'était un drame le télétravail parce que la vie professionnelle envahissait la vie privée. Moi, j'observe depuis la rentrée, alors sous réserve de la 5e vague, que les entreprises sont un petit peu gênées parce que c'est la vie privée qui est en train d'envahir la vie professionnelle. D'où la difficulté à installer un travail hybride qui est respectueux à la fois des intérêts collectifs et de la culture entreprise, et puis qui prend en compte quand même les aspirations des générations. Et je dis volontairement pas des nouvelles, parce que je ne crois pas à l'opposition des générations sur ces sujets-là. Oui, c'est ça. On reparlera tout à l'heure dans la seconde table ronde, justement. Vous avez sondé la génération Z sur ses aspirations. Ludovic Donati, CDO d'Eramet, allez-y, continuez. Vous voulez réagir à ce que disait Benoît Serre sur les outils, justement. Voilà, les outils... Très bien, ils sont là à l'appui, mais ils ne vont évidemment pas remplacer. Et surtout, j'allais dire aussi, la question, c'est, lorsque vous mettez un processus comme ça, vous n'appuyez pas sur un bouton et hop, d'un point de vue vertical. Non, il faut associer chacun et chacune dans l'entreprise, à tout poste. C'est ça aussi la complexité, c'est d'associer tout le monde. Et donc, prendre un projet de transformation numérique, c'est à la fois, bien sûr, de la technologie, mais c'est avant tout de l'humain et penser la revue des process qui va avec. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est de travailler sur ce triptyque. Et ensuite, je voudrais juste dire que on entre dans un monde qui, effectivement, est de plus en plus complexe à appréhender et où, grâce à la data, l'intelligence artificielle, enfin, on l'appelle comme on veut, on arrive à essayer d'éclaircir un peu cette complexité, mais c'est pas évident. Et on a besoin pour ça de compétences clés dans les entreprises. Et ça repense aussi les compétences même de gestion de notre système d'information. Comment est-ce qu'on arrive à assurer de la cybersécurité tout en ayant l'injonction d'être dans des entreprises qui doivent être de plus en plus ouvertes et de plus en plus interfacées les unes avec les autres. Mais vous avez totalement raison, Ludovic Donati, parce que la question de cybersécurité aussi, c'est pas le tout d'emmener à la maison ces outils informatiques. Quand on est au siège de L'Oréal d'Eramet, donc qui se trouve pas très très loin d'ici, il y a des filtres partout, des pare-feux, etc. Enfin bon, tout est blindé, bien entendu. Quand on va à la maison, dans son pavillon, dans son appartement à 300 km, on est victime encore plus qu'ailleurs. Et ça, c'est une préoccupation à prendre en compte. Ça, c'est une préoccupation à prendre en compte et c'est parfois deux injonctions qui sont difficilement réconciliables. C'est assurer un bon niveau de cybersécurité tout en assurant la liberté et une connexion massive avec des personnes qui ne sont pas au sein de l'entreprise. Parce qu'on travaille de plus en plus en entreprise ouverte ou entreprise étendue. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à réconcilier dans les années à venir. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de plus en plus de compétences dans le digital et l'IT qui permettent d'arriver à trouver la bonne balance entre les deux. Bon, en tout cas, je vous remercie. Restez là quelques instants. Merci beaucoup, Benoît Serre, vice-président de la NDRH, DRH de L'Oréal. Avec nous également Ludovic Donati, le CDO du groupe industriel et minier qu'est Eramet. Véronique Ricoben-Mira de ServiceNow, je vous retrouve dans un instant. Je vais rejoindre dans un instant une start-up. Et d'ailleurs, ça sera le principe dans cette émission spéciale sur le nouveau monde du travail. Le point de vue de la start-up, en l'occurrence Luco, l'assureur, qui va nous donner son avis, son commentaire. On est avec Raphaël Vullern. Bonjour Raphaël. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et le président de Luco, qui est une assurtech, une assurance habitation. Racontez-nous ce que vous avez mis en place justement chez Luco. Vous permettez à toute personne travaillant à moins de 3 heures de la France de faire du télétravail. Comment Exactement. Ça fonctionne ? Donc déjà, moi je ne suis pas un théoricien du travail, je suis un praticien. J'ai une conviction, c'est que le monde du travail est en train de changer.
soit on est pionnier et on avance plus vite que les changements, soit on les subit. Mais globalement, on n'a pas tellement le choix. Le monde du travail change, donc autant être à l'avant et du coup aussi attirer les meilleurs talents en le faisant. On a lancé ce qu'on appelle une no border policy. Le principe est assez simple. Si vous êtes à moins de 3 heures de fuseau horaire de nos headquarters parisiens, vous pouvez travailler chez Luco. Et on vient s'adapter et prendre, nous, les contraintes réglementaires, fiscales, tout un tas de contraintes. Donc, c'est pas facile. Et mes équipes People ou RH ont fait un énorme travail pour réussir à absorber cette complexité. Il y a encore plein de cas qui ne sont pas totalement résolus. Mais le principe de base, c'est si vous êtes à 3 heures de fuseau horaire de Luco, vous pouvez travailler chez nous. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on va faire en sorte que vous vous retrouverez physiquement une fois par trimestre. Donc on croit énormément à la flexibilité, à donner énormément d'autonomie et finalement de liberté aux collaborateurs de Luco. Mais on croit aussi énormément à l'échange humain et au moment passé ensemble pour créer du lien. Et donc il faut avoir les deux en fait. Oui, alors, c'est pas venu comme ça nécessairement. Qu'est-ce que vous avez essayé? Parce que nécessairement, il faut tester des choses. On ne dit pas du premier coup, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Vous avez essayé des choses. Vous êtes revenu en arrière, vous êtes revenu sur d'autres choses. Comment est-ce qu'on travaille, justement? Il y a 3 ans, on n'avait aucune personne en télétravail. Ouais. Moi, je n'avais pas de conviction particulière. Et on a eu le cas d'une première collaboratrice qui partait à Londres suivre son copain et qui voulait rester chez nous, mais voulait essayer le télétravail. Nous, on s'est dit, écoutez, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Ça a très bien marché. Et donc, de cette première expérience, on s'est dit, il faut qu'on industrialise ça. D'avoir des collaborateurs en ce qu'on appelle remote, ça nous force aussi à avoir des processus de travail et de décision beaucoup plus asynchrones, beaucoup plus écrits, d'avoir beaucoup moins de meetings. Et c'est quelque chose qu'on avait dans notre culture très forte de faire de l'asynchrone, faire de l'écrit, minimiser au maximum le temps passé en meeting. Et donc, d'être fort sur le remote, ça nous permettait aussi d'être fort dans la performance et l'efficacité de l'entreprise. Avant le Covid, on avait à peu près 20% de nos collaborateurs déjà en full remote, notamment sur des métiers, c'est pas totalement intuitif, de service client, de gestion de sinistres, où en fait ça nous permet d'aller chercher des populations qui sont beaucoup plus stables, qui sont beaucoup plus loyales d'une certaine manière à l'entreprise, dans toute la France. Et donc évidemment avec le Covid, ça s'est accéléré. Aujourd'hui, on a 40-45% des collaborateurs en full remote. Et, il ressemble à quoi le siège social de Luco? Il y a combien de personnes? On a 80 postes, il n'y a jamais plus de 60 personnes et on est 160. Donc ça veut dire que les 100 personnes qui restent, elles travaillent de chez elles globalement ou elles sont en vacances. Alors, vous êtes une jeune entreprise, Luco, ça a combien d'années? 4 ans. 4 ans, exactement. Alors, on n'est pas du tout dans la dimension de géants mondiaux comme L'Oréal ou Eramet, comme on a vu. Pas encore, et c'est tout le mal que je vous souhaite, bien entendu. Ça permet quand même peut-être une agilité plus forte quand même, non? Au-delà de ça, je pense qu'on n'a pas forcément le choix, particulièrement dans la technologie. Il y a une guerre des talents énorme. Vous voyez les très nombreuses levées de fonds à plus de 100 millions qui se passent, par exemple, en France. À la fin, c'est les mêmes ressources qui sont cherchées. Ce sont des développeurs, ce sont des personnes en data, ce sont des designers, ainsi de suite. Et ça, qu'est-ce que vous leur dites justement à tous les aspirants candidats en disant, voilà, venez chez Luco? Alors, parce que les salaires seront bons, parce que vous aurez des raisons, mais surtout aussi parce qu'il y aura un cadre de travail qui sera comme ci ou comme ça. Qu'est-ce que vous leur dites? En fait, ça fait presque partie aujourd'hui d'une certaine norme. Et c'est même pas quelque chose qu'on met particulièrement en avant parce que c'est presque un prérequis pour tout un tas de professionnels de dire est-ce que je peux faire soit du full remote, soit beaucoup de télétravail, partir à l'étranger et continuer à travailler. Et ce qui est important, c'est juste d'avoir un système de performance qui est clair et qui est bien évalué. Et au final, ça permet de mettre le focus sur quels sont les résultats, quels sont les objectifs, est-ce que les objectifs ont été bien définis, est-ce qu'ils sont atteints. Sans savoir finalement si le gars ou la fille bosse effectivement à 15h, il peut travailler à 22h tranquillement, le week-end.
ce sur quoi vous insistez, c'est le résultat, la productivité. Exactement. Et après, il y a juste entre 10h et 17h une demande d'être disponible si éventuellement il y a des meetings avec l'objectif d'avoir peu de meetings. Bon, on vous retrouve tout à l'heure, Raphaël Vuillerme, donc cofondateur et président de Luco. C'est le coup d'œil de la start-up sur ce nouveau monde du travail. On vous retrouvera dans un instant. Et on verra tout à l'heure, évidemment, l'impact sur l'humain, sur sa performance. Ça, c'est important, évidemment, comment mettre l'employé au cœur des préoccupations et quelque part au cœur de la satisfaction client. Et là encore, avec quels outils? C'est l'objet de la seconde table ronde, avec des collaborateurs peut-être plus épanouis, concentrés sur leur valeur ajoutée, sur leur autonomie aussi. Il faut les responsabiliser, il faut leur donner de la considération justement à quels outils. On va voir ça dans un instant. Émission spéciale sur le nouveau monde du travail avec ServiceNow, ici depuis le studio des Échos et du Parisien Événement. À tout de suite. Voilà, le nouveau monde du travail, émission passionnante, parce que ça nous concerne, bien sûr, ça vous concerne également dans les bureaux. On parle de digitalisation, de performance, d'humain. La nouvelle équation qui fonctionne, l'agilité au service de la performance. Voilà, le nouveau champ des possibles. Seconde table ronde, toujours avec nous, Véronique Ricoben-Mira, qui est directrice avant France de ServiceNow, qui organise justement ce programme. Et j'accueille Stéphanie Fraisse. Bonjour. Bonjour. Stéphanie Fraisse, vous êtes la vice-présidente Global Talent Management, l'équivalent de DRH, je vais simplifier, de Blablacar, alors acteur incontournable du covoiturage, 100 millions d'usagers. Vous avez franchi ce cap, c'était au mois d'octobre. Félicitations, en tout cas, voilà. Vous êtes totalement installé dans le paysage. Christophe Darny, bonjour. Bonjour. Chief People Officer, là aussi, DRH de Mano. Mano, quelle réussite. Mano également, une place de marché d'articles de bricolage, de jardinage également, incontournable, ça aussi, vraiment, c'est formidable. J'adore toutes ces boîtes. Ouais, vous allez nous parler justement de ce que vous avez mis en termes d'agilité. Le terme agilité, il est important aussi, là aussi, Véronique. L'agilité au service de la performance, c'est quoi la clé? Là encore, on revient sur le digital? Oui, en fait, on vit dans un monde complètement incertain en ce moment. Ouais. Donc il faut être prêt à réagir et à répondre à toute éventualité. On a par exemple aidé un grand groupe, je ne pourrais pas le citer, à mettre en place tout le dispositif pour faciliter l'accès à ces locaux par les collaborateurs. Parce que justement, ce monde où on vit, où on parlait très justement juste avant du côté hybride, je dois pouvoir choisir si je viens au bureau ou pas. Et si je viens au bureau, il ne faut pas que ce soit le parcours du combattant. Donc on va simplifier cet accès. Ça fonctionne quoi? C'est un système de cartographie quelque part pour réserver les bureaux, clairement? C'est une application mobile où je vais dire, voilà, je réserve, je viens, donc je réserve, je réserve pas mon emplacement, je viens, je vais pouvoir donc accéder au bureau et je signifie, quelques critères. Je suis en bonne santé, voilà. Je donne les critères, je réserve et ensuite j'indique que je suis en bonne santé. Ça me crée un QR code que je vais flasher juste à l'entrée. Et ce qui fait qu'on va être complètement prêt aussi. Si on a des pays, chez ServiceNow, il y a des pays où ils ont déjà mis en place le pass sanitaire. Donc on pourrait tout à fait, si jamais demain notre gouvernement change la réglementation et dit que si vous voulez accéder à votre bureau, il faut présenter le pass sanitaire. Vous sortez le. Eh bien, il faudra donc on pourra le mettre en place très facilement. Et ces plateformes digitales, elles permettent aux entreprises d'être flexibles, carrément. Et de pouvoir s'adapter rapidement. Vous nous le disiez tout de suite. Si un jour on se dit, on met le pass sanitaire à l'intérieur des boîtes, tout de suite on dégaine, c'est facile. Vous avez tout de suite les outils. Exactement, c'est facile et surtout il faut pas oublier l'existence d'un système d'information. L'objectif, aider un collaborateur à être performant, c'est lui mettre à disposition l'ensemble des services de la société, quelle qu'elle soit, de l'ERP, de la saisie de ses notes de frais, je veux commander un fichier, je veux commander un PC, je cherche quelque chose, je veux collaborer. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir mettre une plateforme qui va réunifier tout cela, qui va lui donner son expérience, qui centralise. Et qui connaissent la personne, voilà aussi. Exactement, et surtout à l'heure actuelle où on est noyé par l'information, on est hyper connecté parce qu'on a peur de rater une information. Justement, l'objectif, c'est de dire, on va vous apporter au moment opportun
l'information dont vous avez besoin. Moi, par exemple, quand je quitte le bureau, comme je me déplace beaucoup, quand je quitte le bureau, je vais être beaucoup plus focalisée sur le fait de... Surtout qu'en plus, j'habite plus la région parisienne, donc des fois, je me trompe et je prends pas mes taxis comme il faut. Donc, je suis un petit peu speed, on va dire. Et donc, je vais Vous ne trompez pas de gare? Pas du tout. Bon, pour l'instant, non. Bon, mais en revanche, je vais être un petit peu stressée et donc, je vais pas forcément me rappeler qu'il faut que je saisisse la liste de contacts que j'ai vus en partant. Eh bien, si c'est pas fait, j'ai une notification qui arrive et je vais le faire de façon très sereine dans le TGV quand je rentre chez moi. On va quand même rappeler aussi, enfin c'est une évidence, mais on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, digitalisation, c'est évidemment pas antinomique de l'humain. Et on en parlait tout à l'heure avec Ludovic Donati de Eramet. C'est le digital au service de l'humain, finalement, lui faire se débarrasser quelque part des tâches un petit peu non gratifiantes. Je dirais que, au contraire, pour moi, ce que j'ai pu voir au travers de mes différentes expériences, c'est que la digitalisation, ça permet de remettre de l'humain, de réhumaniser. Parce qu'on va pouvoir redonner aux collaborateurs son autonomie et surtout les responsabiliser. C'est complètement différent. Avant, on avait des tâches à faire, on les faisait, on passait beaucoup de temps sur de l'administratif. Avec ces plateformes digitales qui vont justement automatiser des tâches administratives qui n'ont pas réellement de valeur, on va pouvoir se recentrer sur nos tâches qui sont à haute valeur ajoutée. Et justement, on va redonner du sens à ce que l'on fait à notre mission et on va effectivement être beaucoup plus performant parce qu'on va être engagé, motivé. Et redonner du sens aux collaborateurs, le débarrasser de toute tâche un petit peu difficile et évidemment ensuite apporter de la performance à la boîte grâce à ces plateformes que vous mettez notamment en place. Exactement, et c'est très important. Tout à l'heure, on parlait de la place du manager. Un manager qui va faire que on va dire de l'administratif derrière son PC, eh bien, notamment avec cette nouvelle façon de vivre, un manager doit être là à disposition pour aider son collaborateur, pour le coacher. Et donc, si on n'a pas des tâches administratives à faire, on est près de l'humain. Totalement. Et ça, c'est fondamental, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire grandir nos collaborateurs, c'est en les écoutant et en étant là. Alors, vous allez nous raconter ce que vous avez mis en place, l'une et l'autre, chez Blablacar, chez Mano Mano. Christophe Darny, donc Mano Mano, je le disais, place de marché, donc pour tout article de bricolage, de jardinage. 900 collaborateurs. Exactement. En France, en Espagne, vous êtes à Paris, vous êtes à Bordeaux, vous êtes à Barcelone également. Vous allez recruter 1000 nouveaux collaborateurs en 18 mois. Félicitations, c'est bien, voilà. Vous avez doublé en 2 ans. Exactement. Exactement. Nos effectifs ont triplé en 3 ans, voilà. Rançon du succès. Qu'est-ce que vous avez mis en place depuis quelques mois, justement, pour accompagner ce mouvement ? Alors, moi, je voulais vous dire qu'on a eu 18 mois extrêmement intéressants où on a beaucoup appris sur tout ça. Et on n'a pas fait de choix immédiat, en fait. On a connu une situation où tout le monde était en full remote, on a vu après des gens qui revenaient au travail. Et ça a été beaucoup d'apprentissage, à la fois sur les outils digitaux, la manière de mener des réunions de manière très pratique, mais aussi les bonnes pratiques de management, tout ce qui touchait aux rituels d'entreprise, aux rituels d'équipe. Et puis aussi plus de travail à l'écrit. J'avais entendu un de vos invités parler Benoît de ça. Serre, tout à l'heure. De travailler en asynchrone. Le retour de l'écriture. Exactement, pour pouvoir travailler en ce qu'on appelle en asynchrone, c'est-à-dire il y a des moments où on est ensemble et des moments où on travaille ensemble sur quelque chose de commun, mais pas forcément au même moment. J'ouvre une parenthèse, vous avez réappris, entre guillemets, façon aux gens à se apprivoiser avec l'écriture, justement, ce qui n'était pas forcément évident. Tout à fait. Alors, il y a énormément de messages qui circulent, j'ai envie de dire, de Slack, de mails, etc. Mais là, c'est un travail plus profond, en fait, sur des documents communs, sur des réflexions communes. Donc, il y a l'écrit, mais il y a toute la réflexion qui va avec ça. Et donc, au bout de 18 mois d'apprentissage, on a vu que c'était, en fait, un peu inéluctable. Moi, je suis très enthousiaste de voir ce monde du travail qui évolue. On a appris ce que c'était que travailler à distance, que c'était de revenir au travail. Et donc là, on a la possibilité de créer l'hybride, de créer le meilleur des deux mondes. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on travaille chez Mano Mano ? À quoi elle ressemble, cette flexibilité, ce côté hybride ? Alors d'abord, on l'a nommé, on a lancé un programme en septembre qu'on a appelé Atome. Atome à l'image de l'atome, c'est-à-dire avec un noyau et des électrons autour de ce noyau. Oh, bien sûr. Voilà. C'est très clair. Et en fait, on a proposé à tous nos collaborateurs de choisir en fait ce qu'ils souhaitaient entre 0 et 5 jours de télétravail. Carrément. Vous avez on leur a proposé aux collaborateurs de choisir. Exactement, de choisir. Donc c'est le pari de la confiance. Ouais. Vous disiez redonner du sens, c'est très important. Donc chacun peut se positionner, j'allais dire, par rapport à ça. Mais il y a un cadre qui va avec ça. Le cadre, c'est que d'abord, ça se fait
au sein du pays où se trouve le contrat de travail. Ça, c'est le premier point. Et le second, c'est qu'on a travaillé sur 2 choses saillantes. La première, c'est la vie de la communauté pour que les équipes puissent se retrouver à peu près sur une base 1 fois par mois. Et donc, 1 fois par mois, d'accord. à peu près. Alors, ça s'étale dans le temps. Et puis, on est en train d'apprendre. On se revoit où, alors, justement? Alors, on se revoit au bureau, justement. Oui. C'est intéressant. Le rôle du bureau a évolué. On a modifié, j'allais dire, nos espaces intérieurs pour créer des lieux de réunion où les gens se retrouvent. Donc, la vie de la communauté, la vie de l'équipe. Et puis aussi, un accent tout particulier sur le management. C'est-à-dire, nous, en plus, on a beaucoup de gens qui nous rejoignent régulièrement. Et donc, on a créé des formations vraiment spécifiques pour les managers, à la fois des troncs communs sur les grandes pratiques managériales, mais aussi tout un tas de choses spécifiques par rapport à la gestion d'une équipe à distance. Et quoi, par exemple? Typiquement sur les rituels d'équipe, la possibilité, alors il n'y a plus de machine à café physique, mais la possibilité pour les équipes de se réunir tous les matins pour prendre le pouls de l'équipe, s'assurer que tout le monde est à bord. C'est une chose parmi d'autres, et puis c'est à la fois au niveau des équipes, c'est aussi au niveau de l'entreprise. On a ce qu'on appelle des All-Hands, où l'ensemble de l'entreprise se réunit autour des fondateurs, autour des grands projets, sur une base très régulière. C'est quoi être manager chez Mano Mano? Alors, être manager, c'est, j'allais dire, c'est adhérer à ce double projet business et humain de l'entreprise, et donc à la fois accompagner la croissance de l'entreprise et ses performances business, mais aussi continuer à faire vivre sa culture d'entreprise, et notamment sa culture humaine, qui veut mettre en fait chacun à sa juste place, et accompagner, j'allais dire, chacun des collaborateurs pour faire grandir chacun des employés. Quel regard on a quand on est manager vis-à-vis des collaborateurs qui se trouvent loin et dont certains ont pu choisir 5 jours de distanciel? C'était quoi le pourcentage à peu près dans la boîte? On a fait une enquête récente, au moment où on a lancé ça, c'est à peu près 20%. 20% et nous ne sommes des pas collaborateurs les seuls, sont absents quasiment toute la semaine donc du siège social. Sont tout à fait en full remote, ce qui a aussi des avantages très forts en termes de rétention, parce que ça permet à certains, et on a eu beaucoup d'exemples, de suivre leurs conjoints, d'aller s'installer ailleurs, mais aussi en termes d'acquisition de talents. Vous savez que le recrutement, c'est un sujet sur un marché tendu, ce qui nous permet d'avoir, j'allais dire, un pool plus large sur l'ensemble du territoire, que ce soit en France ou en Espagne. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Et le manager, à un moment, il ne se pose jamais cette question. Alors, le mauvais côté des choses. Est-ce qu'il bosse bien? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il va bien répondre à ce qu'on lui demande? Alors, en quoi est-ce que le fait que les choses se passent à distance changerait finalement ce rôle du manager et cette question-là? C'est une question évidente, nécessairement. Et quand je dis ça, c'est pas pour porter un jugement négatif sur les collaborateurs qui n'en foutraient pas une à l'autre bout de l'Espagne. Non, c'est pas du tout. C'est une question nécessaire qu'un manager doit se poser. Tout à fait. Et donc, en fait, c'est des codes et des manières de faire différentes. J'ai envie, pour reprendre un terme anglo-saxon, c'est plus d'empowerment, à la fois des employés et puis aussi des managers. Son rôle reste inchangé dans le suivi de la performance, et finalement, il y a une forme de discernement du collaborateur dans ce qu'il a envie de choisir entre 0 et 5 jours de télétravail. Il y a des discussions qui se font avec le manager, et puis après, j'allais dire, on est responsable de ce qu'on délivre et puis de la manière dont les choses avancent. Et vous avez pu noter ou pas, parmi ceux qui sont absents, façon de parler, éloignés du siège social ou pas, s'il y en a qui sont plus performants ou moins que d'autres? Pas forcément, c'est quelque chose d'abord qui s'apprécie dans le temps. Et puis moi, j'ai envie de vous dire, ça fait plus de 18 mois qu'on fonctionne déjà avec des collaborateurs très à distance. Donc la performance continue à s'apprécier, j'allais dire, comme on a pu le faire. Et on retrouve bien sûr de tout dans ce domaine. Un mot avant qu'on retrouve Stéphanie Fraise, l'œil sur Blablacar ensuite. Véronique Ricoben-Mira. Pour moi, la performance, elle n'est pas liée à l'endroit où on se trouve. Ouais. C'est tout ce qu'on met à ma disposition pour que je puisse faire mon travail. C'est vrai que je pense qu'avec notre contexte pandémique, ce qui a pu se passer, c'est qu'effectivement, en n'étant plus au bureau, eh bien des fois, c'était plus simple de se tourner vers son collègue pour dire « où est-ce que c'est ça ?» Alors que là, en étant loin, eh bien on perdait plus de temps à chercher, à trouver et à savoir comment faire. Là, comme vous le disiez très justement, si on a un bon plan d'onboarding qui est effectivement mis à la disposition du collaborateur, on va se former. Moi, en tant que manager, quand je suis arrivée chez ServiceNow, j'ai la méthode management
de ServiceNow. Elle est là, elle vient à moi, donc j'ai juste à la suivre. J'ai pas besoin de me poser la question. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça qui est important. Des nouveaux réflexes à acquérir. Exactement, et donner justement cet outil digital qui va, ces outils digitaux qui vont donner de l'espace de création et de l'espace d'empowerment aux salariés. Et quand on est vraiment intéressé par son job, on le fait. Et c'est pas très grave si on va chercher notre enfant à 16h, le boulot il sera fait. Parce qu'on sera serein dans notre vie. Stéphanie Fraise, on parle de confiance beaucoup depuis une heure, d'autonomie également. Qu'est-ce que ça recouvre chez vous, chez Blablacar ? Oui, alors c'est important d'en parler et on va rebondir sur ce qu'on vient de se dire sur la présence et les objectifs. Alors c'est vrai que nous, avec Christophe, on a la chance d'évoluer dans des environnements où on a une culture qui est quand même propice à ces sujets-là et où par nature et par construction même dès le départ, ces entreprises, elles se sont construites avec des cultures très fortes où il y avait déjà d'emblée et dès le départ un contrat de confiance, de responsabilisation des salariés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi la chance d'évoluer dans des environnements qui sont assez technophiles, où les outils sont présents. On a mentionné Slack, on a mentionné... Nous, on travaille beaucoup avec des fichiers partagés en ligne. Donc, en fait, l'information est accessible à tout moment, à toute l'entreprise. Et on peut en permanence travailler ce qu'on a mentionné précédemment de façon asynchrone. Et cette culture de l'écrit, elle est également très présente. Donc c'est vrai que moi, j'ai rejoint Blablacar il y a 1 an et demi. J'étais déjà précédemment dans une entreprise assez digitale. Et là, j'ai encore plus découvert ce monde-là, puisqu'en plus, on opère dans à peu près une vingtaine de pays. On a des collaborateurs présents dans à peu près 10 pays. Donc de toute façon, on a des managers qui managent des équipes qui sont potentiellement aux 4 coins du monde. Donc, par nature, par construction, tout ça sont des éléments propices. Alors peut-être pour revenir 2 secondes sur ce que vous avez mentionné sur l'histoire des objectifs, nous on travaille avec une méthodologie qui vaut ce qu'elle vaut, et il y en a beaucoup qui existent sur le marché, qui s'appelle les OKR, donc c'est Objective et Key Result. Et en fait, Key Results. Objective, OKR. Key Result. Et donc en fait, une fois encore, c'est une méthodologie comme une autre, mais en tout cas, elle a le mérite de, en effet, travailler la performance en définissant des objectifs, en définissant ce qu'on appelle donc des Key Results. Et c'est ça, en fait, que le manager va piloter. C'est pas le temps de présence, c'est pas les moyens qui vont être mis en place par le collaborateur, qui de toute façon aura la possibilité de demander de l'aide, de la priorisation, des moyens, peu importe ce dont il a besoin à son manager ou à ses pairs. Mais in fine, ce qu'on va regarder, c'est pas le temps qu'il a passé derrière son ordinateur ou en réunion ou autre, c'est est-ce qu'il a atteint ses objectifs, et si pas, quelles difficultés il a rencontrées et comment le manager ou le reste de l'entreprise va l'aider à les atteindre. Donc en fait, ce contrat de confiance, il est aussi très incarné par ça. On a la chance chez Blablacar d'avoir aussi une culture qui est incarnée autour de 6 principes clés sur lesquels on parle beaucoup, sur lesquels nos fondateurs parlent beaucoup. Il y a plein d'articles, notamment sur Medium ou sur LinkedIn, qui sont disponibles. Et dans ces principes, il y a des éléments extrêmement fondateurs qui sont très ancrés, qui incarnent cette culture de la confiance, autour du partage de l'information, autour du droit à l'erreur et de l'apprentissage dans le cadre de ces erreurs. Et en fait, tout ça, une fois encore, sont des éléments très propices qui nous donnent la chance de pouvoir évoluer dans un environnement où, en effet, la confiance, la responsabilisation est une évidence. La reconnaissance aussi. Exactement. La reconnaissance aussi, c'est très important. C'est-à-dire que c'est aussi, il n'y a pas de succès individuel, il y a un succès collectif au service du projet d'entreprise Blablacar, parce qu'on est une entreprise qui a un projet à un impact environnemental et social, qui a un élément de motivation fort pour nos collaborateurs actuels dans leur engagement, mais aussi pour ceux qui veulent nous rejoindre. C'est un des premiers éléments de motivation à nous rejoindre. Et ça aussi, ça crée évidemment une chance et une force pour nos collaborateurs pour être complètement engagés, responsabilisés dans ce qu'ils font au quotidien. Alors ça, c'est vous qui le dites aussi, Stéphanie, mais comment est-ce qu'on calcule quelque part aussi la satisfaction, non pas du client, ça c'est important aussi chez Blablacar, il y a des notations, mais la satisfaction du collaborateur. Comment est-ce que vous l'évaluez justement ? Oui, on utilise un outil qui est très utilisé par le marketing, peut-être tout le monde connaît, qui est le NPS, bah oui, bien sûr. Net Promoter Score. Voilà. Ouais, bien sûr. Et en fait, cet outil existe également pour mesurer l'engagement des collaborateurs. On n'a rien inventé, on l'utilise comme beaucoup d'entreprises et on mesure. Et en fait, la question qui est posée, c'est la même qui est posée en marketing sur l'adhésion à un produit. On demande aux collaborateurs s'ils seraient prêts à recommander Blablacar à un proche. Et donc, c'est un outil qui est extrêmement important chez nous, qui est très ancré, qui fait partie d'ailleurs des objectifs de certains de nos managers, une partie de nos managers, dans leur rémunération variable. Ah, oui. Et on le mesure tous les mois et on le pilote depuis des années.
Et donc, ça nous permet en permanence de garder un baromètre régulier de mesure de l'engagement de nos collaborateurs. On a en alternance avec ça un baromètre plus détaillé, où on pose plusieurs questions. Donc, ce sont des enquêtes d'engagement qui ont lieu tous les trimestres. Et on a évidemment le filtre possible par équipe, par localisation, par ancienneté, par tout un tas d'éléments qui nous permettent d'aller voir s'il y a des problématiques particulières quelque part. Et en fait, comme on est une fois encore dans cette culture de la confiance, on n'est pas là pour sanctionner. On s'en sert simplement pour identifier où est-ce qu'il peut y avoir des soucis et comment on va pouvoir accompagner des équipes qui ont besoin d'être accompagnées. Il peut y avoir des problématiques ponctuelles ou structurelles. Et c'est cet outil qui nous permet dans le temps de mesurer si on a un problème qui est conjoncturel ou qui dure. Et en particulier dans le monde un peu difficile qui a été le nôtre là depuis 18 mois, c'était hyper important pour nous de pouvoir mesurer ça. Pour compléter les chiffres qui ont été mentionnés, on a aujourd'hui, nous, 15% de nos collaborateurs qui travaillent en distanciel total. On s'attend à avoir à peu près 20% également. Et on a exactement le même dispositif que Mano Mano, c'est-à-dire qu'on a donné une flexibilité totale à nos collaborateurs de choisir ce qui était le mieux pour eux. Pour ceux qui sont pas en ceux qui sont en télétravail permanent, on leur demande eux aussi de revenir une fois par mois. On finance leur trajet. Pour qu'ils puissent venir rencontrer leurs équipes une fois par mois. Ah oui, une sorte d'interview, de rencontre, d'entretien. Exactement. Il faut aussi, et je crois que c'est là où on va avoir le plus d'apprentissage encore à faire, parce que j'ai parlé un peu de tout ce qu'on avait déjà, mais il y a tout ce qu'on n'a pas encore, et dans tout ce qu'on n'a pas encore, je crois qu'on se cherche encore beaucoup sur les rituels d'équipe. On a parlé de rituels d'équipe. Les rituels d'équipe à distance ne sont pas évidents à trouver. Ils fonctionnent un certain temps, après ils fonctionnent moins, donc il faut se réinventer tout le temps. Et on se cherche encore aussi parce qu'on n'a malheureusement pas encore eu l'occasion de vraiment s'installer de façon durable dans ce monde hybride sur l'équilibre des modes de travail entre le distanciel et le présentiel. Qu'est-ce qu'on fait en distanciel, qu'est-ce qu'on fait en présentiel? Il y a des choses qui sont assez évidentes. Par exemple, en présentiel, on évite d'être en réunion toute la journée, parce que si c'est pour être derrière son écran alors qu'on est au bureau, ça ne sert à rien. C'est clair. Mais une fois qu'on a un peu donné ces guides, on a beaucoup, nous, donné de guides à nos collaborateurs, mais on les réédite, on les itère en permanence. Oui, j'ai l'impression que c'est en permanence. En permanence, Ouais. mais c'est vrai qu'on n'a pas encore. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Mathieu Éloi de Indeed, voilà, en permanence, voilà, il y a une espèce de remise en question. Pour se réinventer et apporter des clés. Mais ça, c'est pas compliqué, parce qu'autrefois, bon, il y avait un guide des pratiques, la DRH édictait, voilà, à destination des managers, qui les managers après faisaient ruisseler ça sur leurs collaborateurs. Là, on a l'impression, quand on vous écoute, que les règles changent quasiment tous les mois. Ou si c'est alors, allez-y, Stéphanie, Christophe, Véronique. Non, mais ça change tout le temps. Alors là aussi, on a la chance dans un monde où nous, tout change tout le temps. Puis nous, Blablacar, le Covid, autant vous dire qu'il a fallu un petit peu s'adapter. Oui, un petit peu, parce que ça s'arrête du jour au lendemain, cette petite histoire. Ça s'arrête du jour au lendemain, exactement. Mais là, c'est accru. C'est-à-dire que l'agilité, qui était un peu notre base de fonctionnement et qui est évidemment un élément très important d'adaptation chez nous, là, c'est une agilité permanente. Et nous, ce qu'on essaye de faire, équipe RH, c'est vraiment d'être au service des collaborateurs pour leur apporter des clés et des solutions, parce qu'ils sont comme nous, ils apprennent. Et nous, notre rôle, c'est d'être à l'écoute, à la veille de tout ce qui se passe ailleurs aussi, pour identifier les bonnes pratiques, les partager, les tester. Et on itère et on apprend en permanence. Oui, mais enfin, le manager, est ce que nous disait tout à l'heure Mathieu Éloi en préambule, le patron d'Indeed, je crois qu'il avait sondé donc, les managers, fatigués depuis la crise sanitaire. Est-ce que quelque part, justement, cette éternelle adaptation, agilité, justement, pour correspondre un petit peu aux besoins, aux demandes des collaborateurs, est-ce que ça va pas accroître cette espèce de malaise, de sentiment? Christophe Darny, donc, Mano Mano. Je dirais pas que ça va accroître le malaise en tant que tel. Je me reconnais énormément dans tout ce qui vient d'être dit sur les objectifs, bien sûr. La mesure de l'engagement, mais la mesure aussi du moral, de la santé des équipes. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, par rapport aux changements qu'on connaît, vous disiez les règles changent en permanence, je ne dirais pas qu'elles changent. Je pense qu'on est un monde et qu'on essaye de s'adapter à ce qui vient. Oui, totalement, oui. Et donc, en fait, on lance quelque chose et bien sûr, on se laisse la porte ouverte pour pouvoir faire les ajustements nécessaires. Ça, c'est le premier changement. Nous, on en a un second qui vient de l'extérieur, c'est que comme nous sommes en hypercroissance, on a énormément de nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent. 20, 25, 50 collaborateurs chaque mois. Et donc, parmi eux, il y a des managers. Et la question, c'est comment vous vous assurez que tous les gens qui arrivent à bord du vaisseau ou du train Mano Mano, comment est-ce qu'on s'assure que très vite, ils puissent eux aussi se repérer, apprendre, se fondre dans la culture d'entreprise, apprendre ce fonctionnement managérial, notre manière de faire, j'ai envie de dire, à la Mano, et pour s'assurer qu'en fait, il y a une cohérence de l'ensemble. Donc, c'est
une adaptation à la fois par rapport à cette évolution et puis par rapport au nombre de gens qui nous rejoignent en permanence. Cohérence, adaptation en permanence. Véronique Ricoben-Mira. Parce qu'en fait, il faut simplement suivre l'évolution. Ouais. On se réinvente, mais c'est une évolution de notre vie, comme dans notre vie personnelle. Notre vie professionnelle, elle évolue. Moi, j'aimerais apporter deux compléments d'information. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans les sociétés. Et ces personnes-là, elles arrivent avec leur expérience. Et il ne faut pas les formater. On va chercher de l'expérience. Il faut donc leur donner droit à leur voix. À la possibilité de s'exprimer. Et voilà. il faut qu'ils puissent s'exprimer. Bien sûr. Et c'est justement comme ça qu'on fait évoluer nos façons de faire, parce qu'on prend et on va capitaliser sur cette intelligence collective que la digitalisation va nous permettre de pouvoir utiliser. Parce que justement, ces personnes-là, elles ne vont pas passer du temps dans des tâches répétitives. Non pas qu'elles ne servent à rien, mais qu'elles ne sont pas avec une haute valeur ajoutée. Et moi, quand je parle avec mes collaborateurs et quand je vais leur prendre, quand je prends leur avis, déjà ils se sentent reconnus et donc ils me disent, donc ils se sentent impliqués. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Le deuxième point, si je peux me permettre, c'est par rapport à ce que vous avez dit, c'est cette qualité de relation que l'on met avec nos collaborateurs. C'est très important de mettre la même qualité avec nos employés que celle que l'on met avec nos clients. Ce qu'on appelle la symétrie des attentions. C'est très très important parce que c'est comme ça que l'on va pouvoir, travailler sur la rétention et travailler sur la rétention des clients. Stéphanie Non, Fraise. je voulais Blablacar. revenir 2 secondes sur cette histoire de bien-être, parce qu'il ne faut pas être complètement angélique sur le monde dans lequel on est. La flexibilité qu'on donne à nos collaborateurs, elle est formidable. Et je crois on partage tous cet enthousiasme. Maintenant, il y a une réalité qui est que ça ne convient pas à tout le monde. C'est pour ça qu'on a voulu donner la possibilité à nos collaborateurs de s'adapter, de faire ce qu'ils veulent. Mais aussi, c'est très important de garder la mesure en permanence. Là où je vous rejoins, c'est que les managers aujourd'hui portent une lourde responsabilité, parce que finalement, ce sont ceux qui sont au quotidien le plus en contact avec leurs collaborateurs. Donc on a tâché, nous, de les former du mieux possible pour être capable de détecter en fait les signaux faibles qui ne sont pas faciles à capter à distance. Sur des collaborateurs qui pouvaient être en difficulté parce qu'ils sont un peu isolés. Alors là, on sort de ces périodes, on l'espère, d'isolement total, et on espère ne pas y revenir. Mais en tout cas, c'est important que nos managers soient outillés, soient capables de le détecter. On a aussi, le premier danger qu'on a, c'est la déconnexion. On a des collaborateurs qui ont de plus en plus de mal à se déconnecter. La frontière entre le personnel et le professionnel, quand on est à distance chez soi, est de plus en plus difficile. Et je crois que c'est très important d'être vigilant sur ces signaux-là. On a, comme je l'ai dit, des enquêtes qui nous permettent régulièrement de prendre la mesure de comment ça évolue dans le temps. Et il faut que nos collaborateurs et nos managers soient formés à s'auto-gérer, s'auto-identifier, et que les managers puissent eux-mêmes être la tour de contrôle. Voilà, s'adapter. Exactement. Et d'ouvrir, alors après, évidemment, comme beaucoup Découvrir les d'entreprises, signaux faibles et pouvoir on corriger. a des cellules d'écoute psychologique qui sont évidemment à disposition, en format totalement anonyme si besoin. Enfin, tout ça, c'est important. Cette attention portée au bien-être des collaborateurs sur leur santé mentale et physique, parce qu'on a aussi ces problèmes-là qu'il faut surveiller. Les collaborateurs, la génération Z, les plus jeunes, vous les avez sondés, vous, ServiceNow. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi leur idéal? Eux, leur idéal, c'est de pouvoir travailler dans une entreprise qui les écoute, Oui. qui leur apporte une capacité de travailler comme ils le font dans leur vie de tous les jours. Donc, ils sont très mobiles. Eux, ils sont nés avec un smartphone dans la main, si je peux m'exprimer ainsi. Ils ont besoin, et je vous rejoins là-dessus, ils ont besoin d'être écoutés. Oui. D'être écoutés et surtout d'être entendus. Et c'est très, très important ce que vous avez dit, parce que pour moi, c'est primordial. Le fait de donner à un manager la possibilité de faire attention, donc d'être bienveillant. Et la génération Z, elle attend ça, de la bienveillance, qu'on les laisse être autonomes et qu'on les responsabilise. Parce qu'ils ont aussi leur mot à dire. Et surtout, on l'a vu j'ai eu la chance de travailler dans une start-up aussi. Et c'est un grand émerveillement de voir cette capacité, cette intelligence collective qu'on peut avoir justement dans ces sociétés-là. Ils cherchent de la bienveillance, ils cherchent du bien-être au travail, quitte éventuellement à être moins bien payés ou pas? Est-ce que la priorité maintenant, c'est le bien-être ou c'est le salaire? Contre toute attente, c'est le bien-être. Ah ouais. C'est le bien-être. Mais parce qu'on va avoir une qualité de vie. Ouais. Parce qu'en fait, on va pas avoir besoin de payer pour avoir une qualité de vie. On l'a, par défaut.
C'est ce que vous avez noté également, vous Non, mais c'est très vrai. Et on a une moyenne d'âge chez Blablacar qui fait qu'en effet, on est très proche de ce que vous décrivez. Et c'est pour ça que notre culture agit comme un levier extrêmement fort, parce qu'elle est bienveillante, parce qu'elle est respectueuse, parce que elle est très engageante. Et ça, c'est ce que vous mettez aussi sur la fiche de poste, sur les annonces également. C'est quelque chose qu'ils doivent voir tout de suite du premier coup. Oui, dans notre approche de recrutement, dans toutes nos démarches de marque employeur, on communique énormément sur la vie chez Blablacar. On incite beaucoup nos collaborateurs à parler, parce que c'est finalement eux qui sont les mieux placés pour en parler et partager leur expérience. Donc tout ça est très vrai. Après, on a quand même une réalité sur le milieu, notamment tech, c'est qu'il y a une compétitivité extrêmement forte. Mano a mentionné leurs chiffres de recrutement. Quand on regarde tout le paysage tech, il y a beaucoup d'entreprises qui ont levé beaucoup de fonds et qui recrutent à tour de bras. Et tout ça crée évidemment une forme de bulle quand même sur les salaires qui non pas que ça soit le premier levier de recrutement. Mais ça va le devenir de fait. Il n'empêche qu'on va être obligé de s'aligner un minimum sur le marché et il faut tous qu'on soit assez responsables quand même sur ces sujets. Christophe Darnier. Je ne dirais pas que par rapport à ces questions-là, il fallait être angélique par rapport au... Non. La question du salaire est évidemment importante. Je pense que c'est un tout, en fait. Les jeunes générations qui nous rejoignent, elles n'ont pas envie de sacrifier un pan plutôt qu'un autre. C'est un tout. Et donc, dans les gens qu'on voit nous rejoindre, ils rejoignent d'abord un projet, une aventure entrepreneuriale assez formidable. Et puis aussi une culture, effectivement, une culture d'entreprise, une attention à l'humain, en tous les cas, qu'on essaye de développer. Et justement, dans ce monde qui évolue autant, et malgré peut-être les lassitudes du confinement, etc., comment est-ce que, malgré tout, on essaye de garder l'humain au cœur pour accompagner ce projet, en mettant à la fois les outils, le cadre, et puis l'attention qu'il faut aux uns et aux autres pour pouvoir grandir. Bon, en tout cas, merci à tous les deux. Merci Stéphanie Fraise, VP Global Talent Management chez Blablacar, merci d'être venu pour cette émission spéciale Le Nouveau Monde du Travail. Merci également à vous, Christophe Darnier, Chief People Officer de Mano. Véronique, on va vous retrouver dans un instant, Véronique Ricoben-Mira pour le mot de la fin. Je vais rejoindre une nouvelle fois Raphaël Vullerme, donc fondateur et président de l'UCO, AssureTech, Assurance en ligne, le coup d'œil de la start-up. Vous voyez, autre start-up, bien entendu, puisqu'on était avec Mano, avec Blablacar quelque part. Oui. Qu'est-ce qu'on met dans la marque employeur, justement, de l'UCO? On évoquait tout de suite avec Stéphanie Fraise et Christophe Darnier, toute l'agilité, quelque part, de ce que ces entreprises peuvent fournir à leurs collaborateurs. Et vous? Je pense que la première chose qu'on met dans la marque employeur, c'est notre mission. On a une mission qui est très facilement compréhensible. On utilise les technologies pour faire des foyers plus verts et plus sûrs. La chance qu'on a, c'est qu'on fait du B2C, donc ça parle à tout le monde. Et c'est une mission positive. On est une entreprise B Corp. On a un système où on reverse à la fin de l'année les primes qui restent aux actions du choix de nos assurés. Et donc ça, très clairement, déjà c'est le prérequis. On va chercher uniquement des collaborateurs qui sont totalement alignés avec la vision et la mission qu'on s'est fixée. Et c'est aussi évidemment le plus efficace pour attirer les talents. Et ces talents, cette génération Z dont parlait tout de suite Véronique Ricoben-Mira de Service Now, elle pose de plus en plus de conditions, justement, lorsqu'elle postule, lorsque vous les démarchez aussi chez l'UCO. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Je pense qu'elles veulent des choses qui me parlent moi énormément. Elles veulent un job où elles se développent, où elles apprennent, où elles ont des bons managers. On croit énormément au rôle du manager pour faire développer le talent. C'est pas toujours un consensus dans l'écosystème tech, le rôle du manager, nous on y croit très fortement. C'est plus un manager vertical, c'est un manager plus quoi, à l'anglo-saxonne? C'est quelqu'un qui est là pour, je ne sais pas si c'est à l'anglo-saxonne, mais quelqu'un qui est là pour aider le talent à se développer, à grandir, à apprendre. Et donc, ils veulent de l'apprentissage, ils veulent du développement, et après ils veulent du sens et des conditions matérielles correctes. Finalement, c'est ce qui a été dit avant, c'est un tout. Et c'est quelque chose qui, moi, me parle aussi énormément en tant que simplement individu. J'ai envie d'apprendre et avoir une culture extrêmement bienveillante qui me permet de me développer. On l'a vu, la confiance, elle prend vraiment une toute nouvelle dimension. Confiance, au-delà, autonomie, reconnaissance, responsabilisation. Le turnover, par exemple, dans une boîte comme l'UCO que vous avez créée, fondée, que vous dirigez, Raphaël Vullerme, quel est-il ? Alors, on a de la chance et peut-être un peu de talent et une bonne culture. On a un turnover qui est inférieur à 1% par an. Je crois qu'on a notre premier talent post-période d'essai qui est parti depuis 2 ans la semaine dernière. Donc, et on est 150.
Donc le turnover est très faible. Il y a évidemment la culture, évidemment tous les process qu'on met en place. Il y a aussi l'alignement d'intérêts, et ça c'est extrêmement important. 100% des salariés de Luco ont des stocks Luco. Mine de rien, Luco c'est une société qui prend beaucoup de valeur, donc leurs stocks aussi. Donc il ne faut pas non plus être que angélique, il y a probablement une qualité de notre culture, du management. Il y a aussi évidemment l'alignement d'intérêts très efficace de ce qu'on appelle des BSPCE ou des stocks, avec une structure de vesting sur 4 ans. Et on a moins de 4 ans, peu de salariés ont 4 ans, donc ça joue aussi évidemment. Ouais. Et ceux et celles qui ne sont pas en télétravail, justement, ou qui sont en télétravail, mais qui ne le vivent pas toujours très très bien, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour les accompagner? Il y a une grande liberté, donc si vous voulez venir tous les jours au bureau, vous pouvez venir tous les jours au bureau, et globalement, il y a toujours ces moments de communion avec les équipes, les déjeuners, la pause café. Ça va pas changer, donc en fait, c'est un système à la carte où il y a énormément de liberté et aussi de responsabilité. Et après, dans tous les cas, il faut que chaque équipe, une fois par trimestre, se retrouve physiquement, passe du temps ensemble. Un manager peut vous demander de venir au bureau si c'est nécessaire. Ça n'arrive très peu, mais il y a toujours ce contact physique. On ne croit pas au full remote sans aucun contact physique. On croit à beaucoup de liberté, beaucoup de responsabilité et passer des moments importants ensemble. Est-ce que le modèle que vous avez mis en place chez Luco, comme dans d'autres startups quelque part, c'est pas une façon aussi de les garder? Parce que est-ce qu'il est exportable vis-à-vis de boîtes plus importantes? J'avais des grosses boîtes, on était avec L'Oréal, Eramet tout à l'heure, mais on aurait pu en citer d'autres également. Est-ce que vous n'avez pas créé un système bien particulier à vous? Finalement, ce sont des jeunes boîtes, vous êtes un jeune dirigeant vous-même, vous embauchez des jeunes personnes, entre guillemets, bien entendu. Est-ce que tout ça n'est pas juste... On a des collaborateurs qui ont 55 ans et honnêtement, le télétravail, je pense que ça fait partie des collaborateurs qui en profitent le plus, donc je ne pense pas que ça parle uniquement aux jeunes. Première chose. Et la deuxième chose, oui, on a créé un monde du travail dans lequel nous on se sent bien et nos collaborateurs aussi. Ce qui est sûr, c'est que je pense 20 à 30% des recrutements qu'on avait fait, on n'aurait pas pu les faire sans cette flexibilité-là. Et à l'inverse, j'ai au moins une dizaine de collaborateurs en tête qui nous auraient quittés pour simplement suivre leurs conjoints et pour vivre en province ou des choses comme ça. Bon, c'est très bien. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup d'être venu nous accompagner dans cette émission spéciale. Raphaël Vullerme, CEO, président de Luco, qui continue de tisser sa toile. Vous êtes en France? On est en France, en Espagne, bientôt en Allemagne. Vous êtes tout à l'heure en Allemagne. Et on est l'assurance nouvelle génération numéro 1 en Europe avec de grosses ambitions pour protéger les foyers et les rendre plus verts dans les prochaines années. C'est très bien, félicitations. Merci d'être venu. Véronique, venez me rejoindre. Véronique Ricoben Mira, donc directrice Avant France, donc de ServiceNow. Voilà, c'est le mot de la fin maintenant. Je disais, émission passionnante. On a parlé de confiance, on a parlé de performance, on a parlé de satisfaction client également, de responsabilisation des collaborateurs. Quel bilan de cette presque 2 heures d'échange avec des grosses boîtes comme L'Oréal, comme Eramet, ou des boîtes plus jeunes, très performantes, Blablacar, ManoMano, Luco également. Oui. Ce que j'ai pu entendre, et on va dire en synthèse, ce que je vois, c'est qu'il faut... c'est vraiment très important de fournir à nos collaborateurs un projet, la possibilité d'adhérer à un projet. Et comment on peut le faire? C'est en leur simplifiant la vie, en leur permettant d'avoir accès à l'information quand ils en ont besoin. Je dirais que qu'il faut absolument redonner du sens à leur mission. Et travailler sur cette intelligence collective. On a parlé d'empowerment, donc de responsabilisation de l'employé. Et moi, j'aimerais conclure sur l'aspect sérénité. Parce qu'en fait, si on n'est pas bien à son travail, on n'arrive pas à le faire correctement et on n'est pas satisfait. Sérénité, évidemment, avec... les meilleurs outils digitaux, bien entendu. Et on revient là-dessus, le digital au cœur de ça. Et le digital qui n'est pas antinomique, au contraire, qui vient en soutien de ces hommes, de ces femmes. Exactement, qui vient en soutien et qui va réhumaniser certaines parties de nos activités, parce que justement, ça va permettre de donner aux managers, on en a beaucoup parlé, c'est un monde où on a besoin de faire attention aux gens. On doit être proche des gens. Parce qu'effectivement, si on ne fait pas attention, des personnes peuvent être malheureuses, seules, et ne peuvent pas travailler, et peuvent partir en burn-out. Donc notre rôle, notre devoir en tant que manager,
c'est d'être là, d'être prêt et d'être à l'écoute de nos collaborateurs et de les aider. Et oui, et ne pas passer du temps sur des choses qui sont administratives et inutiles. C'est l'humain qui est le plus important. Et d'inventer, d'imaginer un mode hybride sans couture quelque part, Exactement. qui soit harmonieux quelque part. C'est l'hybride, voilà, c'est l'hybride sans couture. C'est, on n'est pas ou à la maison ou au travail. On doit donner le choix. On doit pouvoir laisser les personnes décider en fonction de ce qu'elles souhaitent. Et si elles viennent au travail ou si elles restent chez elles... Ne rien imposer. Exactement. Voilà. Ne rien imposer, mais ne pas leur donner de difficultés. Et donc faire quelque chose qui est complètement fluide et sans couture. Et tout ça va apporter de la responsabilité, de la sérénité aux collaborateurs. Et un mot quand même aussi, de la satisfaction aux clients. Ça, on ne l'a pas forcément abordé suffisamment, mais tout ça en filigrane. Performance de l'entreprise, satisfaction des collaborateurs et donc satisfaction des clients. Exactement. Si vous arrivez effectivement à travailler correctement, à faire ce que vous avez, à faire ce que l'on vous demande de façon sereine, quand vous allez être en interaction avec un client, cela va se voir dans votre relation. Et on va dire un sourire. 100% sur le client. Exactement. Donc vous allez être concentré sur le client, concentré sur les attentes du client. Si on répond à mes attentes, je vais répondre aux attentes des autres. Et donc forcément, je vais réussir à... C'est tout bénef. Voilà, tout à fait. Bon, exactement. très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir organisé cette émission spéciale ServiceNow avec les Échos, le Parisien événement autour du nouveau monde du travail. Émission qu'on pourra revoir évidemment en replay, bien entendu. Hein. Vous avez été un certain nombre à nous suivre en direct, évidemment, ce mardi matin. Replay, évidemment, à user sans modération, bien entendu, comme on dit. Il y avait plein de bon sens, plein de leçons également, plein de conseils, ce qui était bien justement sur un casting extrêmement varié, avec à la fois des startups, des grands groupes, et puis vous-même, évidemment, à l'interface de tout ça. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Bonne fête de fin d'année, à très bientôt.